3, 2, 1... Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi, 2 jours après un passage épique à Tout le monde veut prendre sa place, les vrais savent, sinon il y aura le replay pour vous, on part à nouveau, comme le veut la tradition, en best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Mais avant ça, il faut que je vous parle des frérots, les copains de TheBet, qui encore une fois sponsorisent cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, merci énormément pour leur confiance qui reste constante. TheBet, si vous connaissez pas encore, eh bien vous avez tort. C'est un site parfait pour faire des paris sportifs, avec des cotes super intéressantes. Il y a des ambassadeurs de renom, comme Omar Da Fonseca dans le foot, Despiello pour la Formule 1, et moi je suis fier de faire partie de cette team au niveau de la NBA. Et ce qui est très cool, c'est que là-bas, si vous vous inscrivez avec le code le 6e homme, vous pouvez obtenir jusqu'à 100 € de free bet en doublant votre premier dépôt. Ça franchement ça tue. D'ailleurs sachez-le, si vous voulez des petits tips, chaque dimanche sur Instagram je vous donne mes pronostics concernant les matchs de la nuit qui vont suivre, ça peut aider. Non franchement je le répète, n'hésitez plus, l'interface est quali, le site est sérieux, mais il faut se rappeler d'une chose qui est vraiment primordiale. La prévention c'est important, les paris sont interdits aux mineurs et surtout il est essentiel de ne miser que l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Alors après avoir bien mis ça dans votre tête, moi je n'ai plus qu'à vous dire que si vous voulez vous adonner à la pratique de paris sportifs, avec précaution bien évidemment, vous n'avez plus qu'à vous inscrire sur TheBet, et moi je vous souhaite bonne chance. Good luck, my friends. Mais bref, revenons à notre sujet du jour, et vous l'avez vu, en cliquant sur la miniature, ça va parler des Awards à mi-saison. Et ouais, encore une fois, tous ensemble, on va décerner nos trophées, mes trophées bien particuliers, même s'ils sont très en accord avec ceux que donne la NBA. Le principe, je vous l'explique juste après, vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et même pour ceux qui l'ont, vous allez voir, il y a quelques nouveautés. Donc let's go, je crois que l'intro est faite, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. Qui domine la NBA dans les différentes récompenses actuellement à mi-saison ? Aujourd'hui, on fait mon live traditionnel sur les Awards, parce que là, ça y est, en NBA, la mi-saison est passée, et c'est le moment de refaire un point. On avait déjà fait un point au bout d'un quart, un tiers de la saison à peu près, sauf que depuis, il y a eu pas mal d'évolutions en NBA, qu'elles soient individuelles ou collectives, depuis cette dernière fois, mais il y a aussi forcément beaucoup d'évolutions en parallèle dans cette course au trophée. Donc les plus attentifs auront fait gaffe, déjà, moi je parlais de nouveautés un peu tout à l'heure, et bye bye, le trophée francophone du meilleur francophone. Pour moi, il avait peu d'intérêt de toute façon, et puis c'était toujours pas très clair quel joueur on pouvait considérer comme francophone ou non. Donc je me suis dit bye bye, on va le remplacer par le nouveau trophée, le trophée il va le mettre, qui va élire le joueur le plus clutch, histoire de coller avec l'actu NBA qui a ajouté ce trophée, qu'il décernera en fin de saison, et puis voilà, coller un petit peu à tous les nouveaux trophées de la NBA. Et là en gros on en a 7 qui sont en commun avec la NBA, et un en plus, le trophée Omer d'alors de la plus grosse déception. Eux d'ailleurs, ils ont nommé tous leurs trophées, ça y est, donc voilà, on a le trophée Michael Jordan du MVP, on a le trophée Will Chamberlain du meilleur rookie, le trophée Jerry West du joueur le plus clutch, etc. Je sais pas ce que vous pensez de ces noms, peu importe, mais moi je crois que je préfère les miens, puis en plus de ça j'ai été précurseur en donnant des petits noms à ces trophées, et donc ouais, pour tous ceux qui connaissent pas, je vous les récapitule. Dans l'ordre, aujourd'hui on va commencer par élire le trophée John Duff du meilleur rookie, ensuite on parlera du trophée Bob Locke du meilleur défenseur, après le petit nouveau, j'en parlais juste avant, c'est le trophée Yves Almettre du joueur le plus clutch, on enchaînera sur le trophée Hans Cephal du meilleur coach, le trophée Joker du meilleur 6e homme, le trophée à l'improviste de la meilleure progression, le trophée Omer d'alors de la plus grosse déception, et on finira en beauté avec une course au trophée qui vraiment en ce moment bat son plein, le trophée Yvan du rêve du meilleur joueur du MVP à cette mi-saison. Donc comme d'habitude, chaque award, en fait, on les a proposés au vote sur Discord. Tout ça, ça permet d'élire des candidats pour lesquels vous allez voter aujourd'hui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 30 personnes qui ont voté, qui ont choisi et qui ont donné un coup de main sur Discord, et chacune de ces 30 personnes a donné son top 3 pour chacun de ces 8 trophées. Nous, ce qu'on a fait avec les modérateurs, c'est qu'on a donné 3 points à un joueur qui était top 1, 2 points à un joueur qui était top 2, et 1 point à un joueur qui était top 3. Nous, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a calculé le nombre de points, on a regardé quel était le top 3 dans chaque catégorie, et là, aujourd'hui, les 3 candidats, ce sera les joueurs qui ont été les plus plébiscités par la communauté Discord pour chaque trophée. Donc bon, peut-être que pour vous, il va manquer certains candidats, peut-être que vous n'auriez pas choisi ces 3-là, mais moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est si la prochaine fois, vous voulez plébisciter et donner plus de chance à vos candidats, vous avez plus qu'à rejoindre le Discord. De toute façon, il suffit de parcourir les descriptions YouTube, le lien de l'invitation est dans toutes les vidéos YouTube. N'empêche que vous qui êtes là sur le live aujourd'hui, même si vous n'étiez pas là sur le Discord, vous allez avoir un rôle, parce que moi, à chaque fois, les 3 candidats pour chaque trophée, je vais vous les présenter, je vais vous donner mon avis sur eux, je vais vous en dire un petit peu plus sur où ils en
sont cette saison, mais ensuite, c'est vous qui allez voter pour le grand vainqueur de chaque trophée, histoire qu'on ait un lauréat à chaque fois, le lauréat du trophée John Duff, le lauréat du trophée Bob Locke, etc. Ça fait plusieurs années que je fais ça, vous avez l'habitude, à chaque fois, moi je vous dirai si je suis en accord ou en désaccord avec vous, on comparera ça au vote de la communauté... au vote de la communauté Discord, pardon, je parle très vite aujourd'hui et j'ai du mal à articuler, mais voilà, on a pas mal de choses à voir, donc je crois qu'on est bon, on y va. On commence donc par le trophée John Duff. Et le premier candidat, vous le voyez, celui que vous avez choisi, à chaque fois pour chaque trophée, je vais présenter les candidats par ordre alphabétique, c'est Paolo Banchero, qui avec ses 20,5 points par match, est le meilleur scoreur tout simplement parmi les rookies. Et quand on voit qu'il cumule plus de 20 points, plus de tirs bons pour sa première saison, on se rend compte que c'est rare dans l'histoire. Et statistiquement, on va voir si ça vous joue, parce qu'il n'y a pas que les statistiques dans le basket, mais statistiquement, vous allez le voir, il est quand même au-dessus de tous ses concurrents. Paolo Banchero, c'est quand même un joueur qui est fun à regarder, qui est spectaculaire, qui est l'option 1 du Magic, et qui assume ce rôle-là, qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités, qui a eu un gros rôle, aussi un gros impact lors de quelques wins références de Orlando, contre des grosses teams notamment, je pense aux Celtics, aux Sixers récemment, et ce que j'apprécie avec Banchero, c'est que sur un terrain, avec lui, il y a beaucoup de choses qui ont l'air faciles. Il arrive à créer pour lui, il porte la balle, il balance des pull-ups, mais il peut aussi créer pour les autres, c'est pas juste un joueur individualiste, il fait quand même quasiment 4 passes de moyenne, donc c'est pas non plus élite, mais pour un joueur qui a autant de talent et autant de skills individuels, c'est pas mal, distribuer la balle, et clairement, là, déjà, depuis ce début de saison, il nous montre qu'il a un potentiel de future grosse star. Il peut aussi bien marquer en drive que de loin qu'en mid-range, donc c'est un vrai scoreur 3 niveaux, il a fait d'énormes perfs déjà, avec pas mal de matchs à plus de 30 points, et c'est un joueur qui, mine de rien, et ça c'est rare pour un rookie, est relativement constant, ça j'apprécie. Certains disent qu'on n'a pas vu un tel rookie depuis LeBron, c'est peut-être pas faux, à voir comment il finit la saison, en tout cas moi j'attends un petit peu avant de me prononcer, mais quoi qu'il en soit, je trouve ça tout à fait normal qu'il soit dans le top 3 des candidats du Discord. Ensuite, en candidat numéro 2, vient Jaden Ivey. Lui, c'est un petit peu le plus dynamique des candidats que vous avez choisis, voire même de tous les rookies. C'est un mec qui nous habitue aux highlights, on le voit beaucoup, grâce à sa détente, grâce à ses dunks, pas mal dans les top 10, pas mal dans les meilleurs moments des matchs. Et ce qui est sûr, c'est que avec cette espèce de vivacité, avec cette explosivité, c'est un mec qui a beaucoup de facilité pour aller au cercle. Il a des qualités athlétiques de ouf, mais malgré ce qu'on pourrait croire, c'est pas non plus que un dunker dynamiteur. Moi je trouve que de plus en plus, il a une vision de jeu qui se respecte, et des stats finalement qui sont plutôt complètes, on voit qu'il tourne à plus de 4 rebonds et plus de 4 passes, et surtout ce que j'apprécie aussi, c'est que même si c'est 41% au shoot et 31% au global, 31,8, donc presque 32, c'est que de loin, alors que c'était un petit peu sa faiblesse à la base, il shoot de mieux en mieux. Moi je trouve qu'en fait il est vraiment responsabilisé depuis la blessure de Cade Cunningham, et ses responsabilités, en tout cas ce rôle-là, d'option 1, puis finalement peu à peu, même si Bogdanovic joue un gros rôle, mais en tout cas une option importante du dispositif de Dwayne Casey, là il s'en sort plutôt bien. On n'en parle pas trop, c'est sûr, parce que Détroit, surtout quand Cunningham n'est pas là, ils sont un petit peu dans le fond des classements, il y a peu de monde qui les couvre ou qui les regarde jouer, mais n'empêche que voilà, dans l'un des pires bilans de la ligue, c'est un joueur qui est constant, qui peut tourner régulièrement autour de ses 15-20 points, qui est de plus en plus en confiance en plus, qui progresse tout au long de la saison, et moi je trouve que c'est appréciable, alors qu'il était plutôt poste 2 en début de saison, mais de voir que de plus en plus, grâce à des qualités en playmaking qui se développent, grâce à un shoot qui se développe, qui s'épanouit finalement de mieux en mieux dans un rôle de meneur. Et enfin, le troisième que vous avez choisi, c'est Bénédicte Mathurin, là non plus pas trop de surprise, c'est l'un de vos chouchous je sais, parce que à chaque fois dans les votes je vois qu'il y en a pas mal qui le kiffent, il y a la commu québécoise, la commu haïtienne aussi qui sont à fond derrière lui, et je le comprends parce qu'il nous fait un super début de saison. Là lui à Indiana, même s'il a fait 2-3 matchs là en tant que titulaire dernièrement, son vrai rôle c'est de sortir du banc, c'est d'être 6e homme, pour ça il a une grosse confiance de la part de Rick Carlisle, et c'est vrai que dans ce rôle de dynamiteur en sortie de banc, avec ses qualités de scoreur de malade, il arrive vraiment à endosser ce costume comme il faut. En fait, Mathurin, c'est un joueur qui accède à la peinture sans souci, avec ses qualités athlétiques, qui crée son shoot, qui prend même quelques rebonds, qui peut même mettre des shoots de loin, même si son adresse est un petit peu plus irrégulière ces derniers temps. Moi, en début de saison, il m'avait énormément surpris avec son adresse de loin. Là, c'est un petit peu plus irrégulier, mais il s'en sort toujours pas mal. Et c'est surtout, ce qu'on retiendra, c'est que c'est un joueur qui est très 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 gifté pour scorer. On est persuadé qu'il va pouvoir prétendre à un plus gros rôle que celui de remplaçant pour les prochaines saison, qui reste à Indiana ou qu'il aille ailleurs, mais à mon avis Indiana ils vont vouloir le garder. Après
Bien sûr, si on résume le jeu de Mathurin, c'est surtout un gros scoreur. Il fait ça super bien, mais à côté de ça, c'est pas non plus un énorme passeur, il fait que peu de caviar par match. C'est vrai que quand il a la balle, c'est souvent pour aller shooter après. Il manque aussi un petit peu de volume de jeu dans les autres secteurs, même s'il prend quelques rebonds. Cependant, moi j'apprécie que par rapport aux autres qu'on a vus, par rapport à Banchero et par rapport à Ivy, Mathurin, il trouve toujours un moyen d'avoir un impact dans une team qui, elle, prétend au play-in, parce que Indiana, même s'il y a eu un petit coup de mou là dernièrement avec la blessure de Haliburton, eux, ils peuvent avoir des ambitions potentiellement d'accéder aux playoffs, alors que on va pas se mentir, Détroit et Orlando, ça va être plus compliqué. Pour aller un petit peu plus loin concernant Mathurin, c'est quand même un joueur qui peut être clutch, qui peut se comporter en leader aussi malgré son jeune âge, c'est appréciable, au moins en leader par exemple sur le terrain. C'est aussi un mec qui assume ses paroles, quand il dit qu'il va être bon, il va être bon, et il parle pas pour rien, il met les mots en acte et c'est toujours appréciable. Il a surtout pas peur de prendre des tirs, hein. C'est un mec qui, ça se voit, il est culotté, il a peur de rien, c'est kiffant. C'est aussi un joueur, un rookie qui est de plus en plus constant dans son scoring, pareil, c'est appréciable, il gagne en maturité. Je trouve qu'il alterne de mieux en mieux le shoot extérieur et les tirs intérieurs. Les shoots extérieurs, il va pas trop en abuser, surtout avec son adresse, comme je disais, qui baissait un peu, mais justement, il va pouvoir compenser en prenant plus de mid-range, en attaquant plus le cercle, mais c'est appréciable, hein, ça montre qu'il connaît son jeu, ses forces et ses faiblesses. Après, bien sûr, on pourra le dire que peut-être son scoring est bien aidé par les super passes de Tyrese Haliburton, hein, qui est vraiment un des meilleurs playmakers de la ligue, mais peu importe, moi ce que je retiens avec Mathurin, c'est que c'est quand même un joueur qui a déjà un très gros rôle dans une équipe d'Indiana, et rien que pour ça, moi je veux lui donner du crédit. Et donc, après vous avoir fait ces présentations, entre Paolo Banchero, Jaden Ivey et Bénédicte Mathurin, celui qui remporte le trophée John Duff du rookie de l'année, c'est... Mon petit tambouret là, Paolo Banchero à 78% des votes, hein, donc grosse majorité des voix pour Paolo Banchero. Je vous ai rejoint aussi, hein, on parlait potentiellement tout à l'heure d'un des meilleurs rookies depuis LeBron James, en tout cas certains analystes le voient comme ça, donc ouais, c'est pas étonnant que vous l'ayez mis rookie de l'année. Pour moi, il a tout le prototype du joueur qui va être élu rookie de l'année, un mec qui est créateur, qui fait des stats au scoring, qui joue avec les autres, qui vraiment n'a pas peur de prendre le jeu à son compte, hein, qui est vraiment le leader de son équipe, contrairement aux deux autres, même si Ivy il est un petit peu par défaut. Banchero, lui, il est pas par défaut, donc je comprends qu'il y ait 78% des votes pour lui. 20% pour Bénédicte Mathurin, je comprends, hein, je sais qu'il a ses fans, mais en plus de ça, vous avez sûrement voulu récompenser le fait qu'il soit dans une équipe qui gagne un peu plus. Et 3% pour Jaden Ivey. Jaden Ivey, je vais pas le cacher, je trouve ça un peu chaud, parce que je trouve quand même assez nettement en dessous des autres. Mais du coup, on va regarder un petit peu ce qui avait été fait sur Discord. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'étudier ça. Et donc sur Discord, 84 points pour Paolo Banchero. Donc vu qu'il y avait 30 votants, le maximum possible c'était 90, hein, donc on voit qu'il y a une grande majorité d'entre vous, en tout cas de la commu Discord, qui avait mis Banchero en numéro 1. On a Mathurin qui arrive en numéro 2 avec 59 points aussi, donc il a eu énormément de deuxième place. Ivy en 3 avec 16 points, mais c'est intéressant de voir que pas loin derrière Ivy on avait Keegan Murray, et perso j'aurais hésité, alors je sais pas qui j'aurais mis, mais peut-être que j'aurais pu mettre Keegan Murray en 3, parce que en 3 pardon, à la place de Ivy, parce que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait aux Kings, d'autant plus dans une équipe qui gagne. C'est un mec qui monte en puissance et qui est super polyvalent, qui est un très bon créateur, qui sait tout faire, et j'aime beaucoup ce type de joueur, donc j'avoue j'ai peut-être un faible pour lui. J'aurais sûrement mis en 3 je pense à la place de Ivy, mais rien de scandaleux à mettre Ivy en 3. Et après on voit, c'est mérité et c'est appréciable qu'il y ait quelques voix pour Walker Kessler et Jalen Williams, qui font tous les deux des bonnes choses, hein, du côté de Utah et OKC. Walker Kessler qui est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs protecteurs de cercle de rookie de l'histoire, j'allais dire, mais peut-être pas de l'histoire, mais vraiment en tout cas il a du potentiel dans la protection de cercle, et c'est appréciable, hein, toute l'intensité avec laquelle il joue à Utah. Si c'est la seule pièce qui n'est pas transférable avec Lauri Markkanen du côté du Jazz, c'est pas par hasard. Et Jalen Williams, c'était dur de rivaliser pour lui pour être dans le top 3, mais quand même il y en a qui l'apprécient, et c'est vrai qu'il fait de belles choses du côté d'OKC, qui ferme la marche avec 2 petits points, et c'est un classement là encore que je trouve cohérent. Finalement on est tous d'accord, hein, que ce soit vous, que ce soit le Discord et que ce soit mon propre vote, on aurait tous mis Paolo Banchero en vainqueur de ce trophée John Duff. Maintenant, deuxième trophée, le trophée Bob Locke. Et le premier candidat, dans l'ordre alphabétique que vous m'avez proposé sur Discord, c'est OG Anunoby, qui en ce moment est pas mal au cœur de rumeurs de trade, parce que selon certaines rumeurs, selon certains bruits de couloir, il aurait affiché des envies d'ailleurs à ses dirigeants là récemment, et c'est vrai qu'au vu de ce qu'il montre sur un terrain, il peut avoir une cote très intéressante pour les Raptors, qui en échange, si ils décident de le transférer, pourrait avoir une très bonne contrepartie, car oui, si OG Anunoby
Anunoby est dans ces trois candidats, c'est que c'est tout simplement, effectivement, l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, et c'est pas par hasard qu'il est candidat pour ce trophée Bob Locke. Parce que, ok, cette équipe des Raptors, depuis le début de la saison, elle est en galère défensivement, mais on peut vraiment pas dire que c'est de la faute de Anunoby, parce que clairement, et de loin, c'est le mec qui a le meilleur defensive rating de la ligue, c'est aussi tout simplement le joueur qui défie le plus de ballons dans toute la NBA, et ça c'est notable, il se met très bien sur les lignes de passe, il fait beaucoup de dissuasion, et ça lui permet de tourner à plus de 2 interceptions par match, c'est fort, j'ai dit dissuasion, mais je voulais dire déflexion juste avant, autant pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs de la ligue, tout simplement, pour se mettre sur les lignes de passe, pour anticiper, et pour essayer de choper des interceptions qui lui permettent de partir très très vite en contre-attaque. C'est un joueur, je trouve, Anunoby, qui est super fort pour utiliser comme il faut son combo taille, longueur et vitesse latérale, parce qu'il dispose de tous ses outils. C'est un gars qui a toujours les mains actives, qui a un QI basket aussi, notamment défensif, qui s'est bien développé, même si ça s'impacte des deux côtés du terrain, mais là on n'est pas là pour parler de l'attaque. C'est vraiment un gars qui peut éteindre la lumière à son adversaire quand il se met vraiment à défendre dessus. C'est aussi un gars qui peut switcher sur les postes 1 à 4. On sait à quel point ça c'est important en ce moment en NBA, et je comprends que tout ça lui donne de la hype pour ce trophée, même si le bilan un peu catastrophique de Toronto et le fait que l'équipe soit peu ambitieuse lui fait perdre un petit peu de hype en contrepartie, et fait qu'on en parle moins dernièrement que si Toronto était en haut du classement. Mais parlez-en dans la ligue, moi ce que je retiens avec OG Anunoby, c'est que en vrai je suis persuadé qu'il y a aucun joueur qui est content et qui est ravi quand il affronte Toronto et qui sait qu'il va l'avoir sur le dos pendant toute la soirée. Mais le deuxième candidat que vous avez choisi dans un autre profil, c'est Jaren Jackson Jr. des Grizzlies. Bon, il a pas jouer assez de matchs pour être dans le classement des meilleurs contreurs, mais en termes de moyenne, tout simplement, en tournant à 3,3 blocs par rencontre, c'est le meilleur contreur de la NBA, avec, plus de 3 comptes par match, ça commence à être sérieux. Donc quand tu fais tout ça, quand t'es un super rim protector, un contreur énorme dans la meilleure défense de la ligue en termes de defensive rating, déjà, évidemment, t'as de gros arguments dans ton dossier pour être un candidat au DPOY. De toute façon, quand t'es le meilleur contreur de la ligue au niveau de la moyenne, même si le nombre de matchs correspond pas, moi, ça me va de le considérer comme ça. Tu as aussi le meilleur defensive rating, c'est à préciser bien sûr, de la meilleure défense NBA, mais oui, évidemment que t'es candidat pour ce trophée Bob Locke, ou ce trophée Defensive Player of the Year, comme vous préférez. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que Jackson Jr., depuis son retour de blessure au genou qui l'a empêché de jouer au début de saison, mais moi je trouve que encore plus que l'année dernière, où pourtant il était déjà performant, c'est devenu vraiment un monstre défensif. C'est un joueur qui est costaud, qui est vertical, mais qui est aussi rapide sur le terrain, qui est dynamique, explosif, et qui joue avec de plus en plus d'intelligence. Il est patient, et c'est là où il a fait de gros progrès. Il se fait plus avoir par les feintes, il a de super timing aussi pour poser ses contres. Il court vite, il se déplace vite, et avec ses grands bras, il arrive vraiment à occuper une certaine place dans la raquette, et à protéger la peinture. J'apprécie aussi qu'il ne défende pas que sur jeu placé. Quand il y a des contre-attaques aussi, il peut revenir aussi à toute vitesse pour aller chercher de gros chase down, et ouais, défensivement, Jaren Jackson Jr., comme je disais, non seulement il est efficace, mais c'est aussi un joueur spectaculaire. Il a fait plusieurs matchs à 5-6 contres cette saison, c'est assez ouf, et en plus de ça, dans sa carrière, il a jamais pris aussi peu de fautes, ce qui montre qu'il est devenu non seulement bien moins naïf, qu'il utilise ses qualités à leur summum, mais que pareil, et ça j'y tiens, il s'est vraiment discipliné dans le domaine, et pour ça, chapeau à lui, même si je pense qu'il peut encore faire des progrès, n'empêche que ça va. Ce qu'il montre, c'est déjà qualitatif, et c'est déjà très convaincant. Donc là, il vient d'obtenir sa première sélection All-Star, grâce notamment à cette défense, c'est sûr que ça a joué là-dedans. Alors ok, je sais, certains disent que ses stats sont biaisés, parce que les marqueurs de Memphis abuseraient sur ses stats, la NBA a nié en disant qu'ils avaient des spécialistes qui revérifiaient tout, peu importe, moi j'ai pas envie de rentrer dans la théorie du complot et dans la polémique, moi ce que je vois, c'est, même si je regarde pas les stats, son impression visuelle à Jaren Jackson Jr., défensivement, c'est assez énorme, on s'en aperçoit de l'impact qu'il a, et c'est pas du tout surprenant, là encore, de le voir parmi vos candidats aujourd'hui. Et le troisième, c'est Brook Lopez, un des grands absents du premier opus des Awards qui a été fait il y a quelques mois. C'est vrai, beaucoup disaient pourquoi il n'y a pas Brook Lopez. À l'époque sur Discord vous aviez préféré Giannis, qui a gagné d'ailleurs le trophée Bob Locke. Et là ce qu'on voit, c'est que Giannis Antetokounmpo n'y est plus, mais cette fois-ci vous avez plébiscité Brook Lopez, et je trouve pas ça inintéressant, parce que lui aussi fait partie des potentiels favoris pour être en first team ou pour remporter le DPOY, et ça a du sens. On a Milwaukee, on a les Bucks qui sont top 4 des défenses en NBA,
et même si c'est vrai que c'est difficile de dégager une individualité dans cette team, tellement la défense en vrai de Jrue Holiday à Giannis Antetokounmpo en passant par Brook Lopez et les autres, c'est un travail collectif, n'empêche que celui qui protège le cercle, celui qui protège la peinture, et celui qui met des contres aussi, c'est ce bon vieux Brook, et lui, moi j'aime bien ses stats, c'est que en ayant tout cet impact et toute cette importance dans le dispositif de Milwaukee, il prend seulement un peu plus de 2 fautes par match, et c'est super propre, ça montre qu'il peut être agressif défensivement en faisant vraiment très très peu d'erreurs, et c'est appréciable, et ça montre aussi son talent qu'il a su développer défensivement. En fait, Brook Lopez, de toute façon, on s'en aperçoit là encore quand on le voit jouer, c'est un mec qui a un physique de tronc d'arbre, qui peut rester figé verticalement sous le cercle en levant les bras, et rien qu'en faisant ça, il va gêner énormément ses adversaires avec sa présence. Il perturbe super bien les drives, il perturbe super bien les pick and roll aussi, et Dieu sait que ça a de l'importance dans la NBA d'aujourd'hui, et moi je trouve ça très fort de voir la progression qu'il a eue tout au long de sa carrière dans le domaine. Quand on se rappelle que quand il est arrivé en NBA, c'était un mec très soft qui défendait pas du tout, et qu'aujourd'hui, à 34 ans dans ce secteur, il est à son apex, il est à son summum, et il fait partie des candidats pour le trophée de Deepoy, bravo à lui, bravo pour cette progression, et bravo pour être devenu un vrai expert de la dissuasion. En fait, bien sûr, c'est ce que je disais, et c'est ce qui est compliqué à Milwaukee, c'est que c'est impossible de dissocier la défense de Brook Lopez de celle de Giannis, tellement les deux font énormément de taf, tellement les deux sont complémentaires, et tellement les deux défendent ensemble. Mais quand même, peu importe, si on doit garder une individualité à Milwaukee, moi je suis content et je suis d'accord pour garder Brook Lopez, et je trouve ça bien aujourd'hui de le mettre en valeur pour ça. Entre OG Anunoby, Jaren Jackson Jr. et Brook Lopez, le grand gagnant du trophée Bob Locke du meilleur défenseur à la mi-saison en NBA est Jaren Jackson Jr., qui a obtenu 52% de vos votes devant Brook Lopez à 40%, c'était très serré, et OG Anunoby qui fermait la marche avec 8%. Et je comprends que ce soit serré entre Jackson Jr. et Brook Lopez, mais moi personnellement, je suis d'accord avec vous, j'aurais voté pour Jaren Jackson Jr. Alors moi je veux bien entendre que ses stats soient potentiellement truquées au contre aux interceptions, mais il y a une stat qui ne ment absolument pas, c'est le defensive rating. Là-dessus, quels que soient les marqueurs, quels que soient les gens à la table, on ne peut pas mentir là-dessus, vu que c'est le nombre de points encaissés sur 100 possessions quand un joueur est sur le terrain. Et moi, Jaren Jackson Jr., en plus d'être le meilleur contreur de la NBA, ok, je veux bien que vous le mettiez de côté. Moi, ce que je retiens, c'est tout simplement qu'il a le meilleur defensive rating de la meilleure défense de la ligue. Donc ça, c'est pas une vérité absolue, mais quand tu as un tel impact aussi, et que tu montres une telle impression visuelle, pour moi, je dis pas que ça se fait non sans hésiter, parce que les autres méritent aussi, mais moi, je suis complètement d'accord, j'aurais mis Jaren Jackson Jr. en meilleur défenseur, en tout cas à la mi-saison, et vainqueur donc de ce trophée Bob Locke. Si on fait le bilan, eh bien, c'est pareil. Encore une fois, la triplette, la sainte trinité est réunie. C'est-à-dire que Twitch, Discord et moi-même, nous sommes d'accord. Jaren Jackson Jr. arrivé en tête sur le Discord avec 64 points. On avait Brook Lopez en 2 avec 38 points. OG en 3 avec 20 points. Donc même classement pour le top 3 que le reste. Et puis ensuite, on a Nick Claxton qui était pas loin de Anunoby, effectivement, qui s'est bien transformé, qui s'est bien développé, et qui est devenu un petit peu un expert du contre cette année avec Brooklyn. C'est bien qu'il ait en de voix. Mais Adebayo aussi, bien sûr, qui mérite d'être cité, qui était pas loin non plus de ce top 3. Bon, il avait 12 points, il lui manquait encore quelques voix, mais évidemment qu'un mec aussi polyvalent défensivement qu'Adebayo doit être cité. Ensuite, on a Evan Mobley, c'est fort d'être déjà là pour un sophomore. Giannis Antetokounmpo qui arrive à la suite, et Marcus Smart qui sont à égalité. Pour Giannis, c'est compliqué, j'ai l'impression qu'il faut en choisir un seul des Bucks. On voit que là, il y a même pas Jrue Holiday, donc c'est compliqué, tellement il y a de bons défenseurs, donc dur pour lui d'arriver plus haut. Marcus Smart, le Deepoy de l'année dernière, c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins impressionnant dans le domaine, et que les Celtics sont un poil moins performants dans le domaine, même s'ils sont toujours très bons défensivement, et donc il perd des points par rapport à son Deepoy de l'année dernière. Et ensuite, on voit qu'on a Michael Bridges et Lou Dort, deux des meilleurs défenseurs au périmètre de la ligue, plus 5 autres joueurs cités qui arrivaient encore derrière. J'allais pas mettre tout le monde dans ce schéma, mais en tout cas, pas mal de joueurs qui ont été cités, et finalement, un classement que je trouve cohérent, et sur lequel on est globalement d'accord. En tout cas, pour ce qui est du top 3, c'est plutôt cool jusque-là. Le prochain trophée, le petit nouveau, le trophée Yves Almettre, un nom que j'adore encore une fois, que j'ai trouvé dans mon cerveau déjanté, du joueur le plus clutch de la NBA. Et le premier candidat que vous avez choisi sur Discord, c'est Luka Doncic. Et là, j'avoue, c'est difficile de connaître les critères, parce que ce trophée, qui a été, qui s'appelle le trophée Jerry West du joueur le plus clutch en NBA, il est tout nouveau, et donc on sait pas trop ce qu'ils vont prendre en compte pour l'offrir, et puis on n'a pas de passif pour savoir à quoi se référer. N'empêche que c'est pas une surprise de retrouver Luka Doncic ici.
Et c'est vrai que dans les quatrièmes quarts, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que à Dallas, bon, faudra voir ce que ça donne maintenant avec Kyrie, mais en tout cas jusque-là, vu qu'on donne ce trophée sur la mi-saison, et bien dans les quatrièmes quarts, c'était Luka Doncic et personne d'autre qui portait la balle. Bon, déjà, il a tout le temps la balle, hein, pas que dans les quatrièmes quarts temps, mais dans les money time, j'ai l'impression qu'il l'a encore plus, et que c'est ce moment où en fait, toutes ses qualités se multiplient, et là où il a une espèce de détermination avec son esprit de compétiteur qui atteint des summums. C'est impossible d'oublier son énorme finish face aux Knicks, hein, cette remontada folle dont Doncic est responsable. Ce jour, il a fait son énorme triple-double à plus de 60 points et 20 rebonds, et où, avec son raté volontairement pour obtenir la prolongation, il a fait le tour du monde dans ses highlights, et c'est clair que c'était ce match-là. Vous l'aviez élu parmi les meilleurs matchs depuis le début de la saison. On avait fait un live où il y a le best-of sur YouTube aussi, quelle est la meilleure perf, et forcément que ce match, cette masterpiece, était super bien classé. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est important, c'est que Luka Doncic est dans le top 5 des joueurs qui mettent le plus de points dans le clutch time en NBA. Forcément ça compte, surtout qu'il a des pourcentages très corrects, mais surtout il est, en plus d'être dans le top 5 des meilleurs scoreurs, il est aussi dans le top 3 des meilleurs passeurs à ce moment-là. Ça montre qu'il peut tout faire sur le terrain, et ça c'est important. Être clutch, c'est pas seulement marquer des points, même si évidemment ça compte et c'est ce qu'on retient, mais c'est aussi faire jouer les autres et permettre à ton équipe de gagner de la meilleure façon possible en trouvant la meilleure personne qui est ouverte. Donc ça montre que Luka Doncic, on le sait, hein, de toute façon, le Slovène, il peut peser dans tout un tas de secteurs pour aider sa team à gagner, mais c'est vraiment, en plus de ça, dans le money time que son esprit de compétition de ouf se dévoile. Donc pour moi, c'est pas trop une surprise de le voir parmi les candidats du Discord. Juste après vient De'Aaron Fox, qui lui tout récemment a été snobé au All-Star Game. Et peut-être qu'on a un Fox qui va vouloir se venger, parce que chez des Kings qui assurent vraiment bien depuis le début de la saison, moi je trouve que il a un niveau qui est très très respectable. Parce que ouais, même si à Sacramento, pour le bon début de saison, on crédite beaucoup Sabonis, Fox, à la main, il est pas du tout étranger aux bons résultats des Kings, qui doivent faire plaisir à tous les fans depuis le temps qu'ils ont pas vu les playoffs. Et notamment parce que dans les matchs serrés, s'il faut prendre ses responsabilités, on a un De'Aaron Fox qui sera un vrai crack. Celui qui a mis le plus de shoots dans le clutch time en NBA, et ça c'est important, il faut le savoir, c'est lui. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus de ça, dans ces moments, en plus de mettre beaucoup de shoots et de prendre beaucoup de volume, il tire à 60% de réussite. Donc en plus de ça, il arrive à surpasser et à être encore plus efficace dans les money time. C'est un mec qui, dans ces moments-là, encore plus que d'habitude, sait comment accéder à ses spots, sait comment être efficace, et c'est ce qu'il faut mettre en place dans son jeu, en tout cas pour gagner un maximum de matchs. Donc en plus d'être celui qui tire avec le plus de volume dans le money time, oui, c'est un des plus efficaces, et ça, moi je pense que ça mérite d'être mis en valeur. Mike Brown, dans ces moments, on le sait, il lui fait une totale confiance, il lui laisse la balle, il le laisse être libre, il le laisse faire ce qu'il aime, ce qu'il veut faire, et ça fonctionne. Mike Brown, il doit pas le regretter de faire tout ça. On se rappelle de son coup d'éclat en novembre, là, contre Orlando, il avait mis 22 de ses 37 points dans le dernier quart, il avait mis le game winner aussi à 4/10, c'était complètement ouf ce match. Moi j'avais adoré voir cette fin de match, et voilà, on le voit De'Aaron Fox avec sa vitesse, son contrôle de balle, sa confiance aussi qu'il a en lui. Il a un côté vraiment inarrêtable quand il s'agit de mettre un tir qui compte. Il peut balancer un triple dans lequel il est à l'aise, il peut accéder au cercle, il arrivera à lire la défense pour prendre la meilleure décision possible. Et oui, De'Aaron Fox, le money time c'est son moment, et lui non plus, je suis vraiment pas étonné de le voir parmi les candidats. Le troisième ensuite, c'est non plus, je trouve pas ça étonnant, c'est Shai Gilgeous-Alexander. C'est encore un candidat obvious selon moi, hein, et ça va être dur de décerner ce trophée parce que vraiment je trouve qu'on a 3 candidats qui ont des mots à dire. Cette saison, Shai Gilgeous-Alexander, pour faire simple, c'est juste le roi des très gros shoots. Là on en est à la mi-saison, et il a déjà mis 5 tirs qui ont permis à son équipe soit de gagner le match, soit de décrocher à la prolongue dans la dernière seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 10 dernières années, en mettant ces 5 shoots là qui étaient super décisifs, il a déjà égalé le record de cette dernière décennie. Il devrait donc le dépasser, il lui en suffit d'un là, il lui reste encore une demi-saison pour le faire. Donc oui, il y a des chances qu'il le dépasse, alors que lui, son 5e shoot, il lui a fallu que 28 matchs sur 82 pour le mettre, pour égaler ce record, c'est quand même assez fou. Quand DeRozan l'avait eu en 2018 et il avait mis 80 matchs pour le faire, et Kyrie Irving en 2013, il en avait eu besoin de 59. Donc c'est fou, il est sur un rythme de dingue, alors peut-être qu'il en mettra plus d'ici la fin de la saison, mais dans le pire des cas, il aura égalé le record, et il y a de grandes chances qu'il passe devant. Moi, je me rappelle surtout de son 3 points hyper clutch contre les Wizards, c'était peut-être le plus marquant. Tout ça, ça montre que oui, il a des coronets, Shai Gilgeous-Alexander, oui, il prend les tirs, et oui, il met de gros tirs. Après,
Peut-être une petite limite, parce que c'est sûr que s'il les met ses tirs, c'est aussi qu'il en prend énormément. Donc respect total à lui, hein, il a pas peur de les prendre, mais vraiment il en tente beaucoup. Et par contre, contrairement à un Fox, c'est la petite limite, je dirais, même si ses shoots vraiment décisifs, si on parle du dernier shoot, SGA en a mis plus, les pourcentages c'est pas les mêmes, parce que autant Fox, il tournait à 60% hein, dans le crunch time, Shai Gilgeous-Alexander il est qu'à 40%. Et souvent, c'est vrai que même s'il en met pas mal, il se met dans des situations compliquées. Mais peu importe, parce que la confiance, elle reste, des gros shoots, il continue à en mettre à l'appel, et au vu de son record aussi, hein, que j'abordais juste avant, moi je trouve ça complètement logique de le voir parmi les candidats, même si ça lui arrive, on va le dire, d'arroser un petit peu pour ce qui est du clutch time. Alors, entre Luka Doncic, De'Aaron Fox et Shai Gilgeous-Alexander, le grand vainqueur du trophée Yves Maître du joueur le plus clutch de la NBA à la mi-saison est décerné à De'Aaron Fox. Et ça, pour ce trophée Yves Maître du joueur le plus clutch, j'ai adoré parce que ça s'est décidé au buzzer avec des votes qui ont été super serrés pendant les 2 minutes qu'ont duré le sondage. C'est finalement Fox qui s'impose avec 36% des votes, seulement 4 petits pourcents derrière Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander qui sont à égalité justement avec 32%. Ça s'est vraiment décidé dans les dernières secondes du sondage. Il y a eu un suspense de grand malade et pour ce trophée, je trouve ça vraiment parfait. Pour être honnête, oui, je comprends pourquoi vous avez voté De'Aaron Fox. Personnellement, je pense que c'est aussi à lui que j'aurais donné ma voix, tout simplement comme je disais, c'est lui qui met le plus de points dans le crunch time, c'est lui aussi qui est le plus adroit, le plus efficace, qui prend ses responsabilités. Moi je trouve qu'on met pas assez en valeur l'importance qu'il a dans la super bonne saison des Kings, même si forcément c'est normal de donner pas mal de lauriers à Sabonis. Sans Fox, sans son travail constant, mais encore plus dans les money time, les Kings en seraient pas là, et oui, moi aussi, j'aurais voté pour De'Aaron Fox. Le Discord, il dit quoi ? Le Discord, c'est pareil, encore une fois, on est tous d'accord, la Sainte Trinité est d'accord, avec Fox qui arrivait loin devant, hein. C'était beaucoup moins serré par contre sur le Discord que sur Twitch, parce que Fox arrivait devant avec 59 points, devant Shai avec 36, et Luka en troisième avec 27. Derrière, après, c'était plus serré, on avait pas mal de mecs cités, Lauri Markkanen, bien sûr, qui peut faire des grandes choses, Nikola Jokic, hein, on parlait du fait que d'être clutch, c'était pas forcément mettre des points, et Nikola Jokic est très clutch pour faire l'action qu'il faut quand il faut, Damian Lillard, évidemment, le Dame Time, on le connaît, DeMar DeRozan qui était cité aussi, parce que oui, même si l'année dernière, je pense qu'il l'aurait remporté haut la main, ce trophée, s'il existait, donc même s'il met plus autant de game winner que l'année dernière, et qu'il met un petit peu moins de points dans le quatrième quart que l'année dernière, il reste toujours un joueur très clutch. Tyler Hero aussi, c'est vachement bien de l'avoir mis là-dedans, effectivement. LeBron James, oui, bien sûr qu'il est clutch aussi, LeBron James, Donovan Mitchell, tous ces noms ont du sens, plus 4 joueurs cités qui arrivaient en dessous des 5 points, et donc j'ai pas mis dans ce graphique, mais ouais, encore une fois, on est d'accord, De'Aaron Fox, à l'unanimité, hein, dans les 3 domaines, remporte ce premier trophée Yves Maître de l'histoire du joueur le plus clutch de la NBA à la mi-saison. On passe maintenant au trophée Hans Cephal du meilleur coach, et pour ce trophée, on sait que la NBA aime bien mettre en valeur de belles histoires, de belles narratives, des coachs qui ont pris une équipe qui était un petit peu au fond et qui les a ramenés vers les sommets des classements, et pour ça, je comprends Mike Brown en candidat numéro 1, il a tout ce qu'il faut et il répond parfaitement à ces conditions. Il a porté cette équipe de Sacramento qui a pas fait les playoffs depuis 2006 à la 3e place de la conférence Ouest aujourd'hui, et cette ascension, alors que tout le monde dormait en tout cas sur Sacramento, moi je la trouve incroyable. Déjà, il a réussi à faire jouer Fox et Sabonis ensemble, hein, on en parlait juste après. Il a réussi aussi à faire en sorte que la team soit plus équilibrée, qu'elle soit plus performante, et moi je trouve qu'il fait un bien meilleur taf que tous ses prédécesseurs. Il arrive à vraiment à capitaliser, c'est dur à dire hein, ce soir, sur le talent qu'il a disponible dans le roster. Il a fait de Werther aussi un titulaire très sérieux, il a fait de Malik Monk, même si Malik Monk avait déjà les bonnes qualités, mais il a réussi à continuer à ce qu'il soit une espèce de gros joker, un gros 6e homme qui sort du banc. Il a fait aussi de Keegan Murray un rookie qui est très performant, qui monte en puissance et qui arrive à jouer de plus en plus libre dans le système de jeu de Mike Brown. Tout ça c'est fort, et voilà, moi je trouve que maintenant avec Fox et Sabonis, mais aussi tous les autres joueurs qu'il a autour, il a une hiérarchie qui est établie, un vrai duo de leaders et des role-players qui sont bien dans leur costume. Alors bien sûr que oui, il a de la chance avec son effectif, parce que ça y est, par rapport à la saison dernière, avec un Sabonis qui était arrivé avant la deadline, maintenant il s'est peut-être un
petit peu plus adapté à son rôle à Sacramento. Mais peu importe, sans un bon coach, ça fitterait pas comme ça. Et moi, je suis persuadé que ces résultats, Mike Brown, il y est pour beaucoup. Il faut vraiment lui donner du crédit pour ça. Il fait confiance à ses joueurs le lui rendent bien. Il a réussi à créer un jeu qui est super huilé. Sacramento, en termes de offensive rating, c'est quand même l'une des 3 meilleures attaques de la ligue. Franchement, ça compte. Et quand on voit d'où viennent les Kings, qui étaient 12e l'an dernier dans la conférence Ouest, c'est très fort de les voir 3e désormais, avec un effectif qui a pas bougé, ou presque, même si Werther et Monk sont arrivés et Sabonis s'est adapté. En tout cas, ces pièces, il a réussi à les faire bien jouer et les faire jouer ensemble. Aujourd'hui, plus personne se moque de Sacramento, et je trouve que Mike Brown a une belle responsabilité là-dedans. Le deuxième candidat que vous avez choisi, c'est Mike Malone. Bah ouais, là, il n'y a pas trop de surprise non plus. En tout cas, pas de choix très original dans le fait de voir Mike Malone ici. Bah, c'est le coach de la meilleure équipe de l'Ouest. Donc oui, c'est tout à fait compréhensible qu'il soit candidat. Il a réussi à faire en sorte que l'équipe continue à bien tourner avec la réintégration de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. qui ont été blessés la majeure partie de la saison dernière. Et avec ça, il a aussi réussi à faire en sorte que l'équipe soit plus performante avec un Jokic qui est mis dans les dispositions parfaites par Malone pour continuer à briller. De toute façon, Mike Malone, c'est un petit peu sa spécialité depuis toujours à Denver. Lui, il arrive à tailler le costume parfait pour tous ses joueurs. Que tu sois une star, il va te mettre dans les dispositions, ou un role player, où il va te mettre exactement dans le rôle qui correspond à tes qualités, pour que chacun justement participe à la win. Et ça, Mike Malone, il le fait bien. Aujourd'hui, à Denver, dans l'effectif de Malone, on a une immense star avec Jokic. On a des gars qui potentiellement, même s'ils font pas des super stats cette année après leur année d'absence, mais sont très utiles, qui peuvent prendre le relais avec Jamal Murray et Michael Porter Jr. et aussi des role players de qualité, j'en parlais juste avant, avec des mecs comme, je vais encore en oublier, mais comme Bones Island, comme Bruce Brown, comme Kentavious Caldwell Pope, qui font tout ce qu'il faut autour des joueurs majeurs pour permettre à cette équipe de bien rouler et que tous les rouages s'assemblent entre eux. Et ça, si tout le monde est en confiance dans son rôle, si tout le monde arrive à assembler ses qualités avec celles de l'autre, c'est parce que Mike Malone fait un gros taf autour de ça. Il a même réussi, j'en ai oublié, je savais que j'allais en oublier, mais Aaron Gordon par exemple, j'en ai pas parlé, et Mike Malone a même réussi à faire de Aaron Gordon un gros défenseur, alors qu'on se rappelle très bien qu'à Orlando, c'était pas du tout sa spécialité, et moi il me questionnait sur son QI basket en général, même si là on a un Aaron Gordon qui fait toujours des erreurs offensives, défensivement ça devient peu à peu un crack, et quand on voit le début de carrière de Aaron Gordon défensivement, moi je m'attendais pas à ce qu'il arrive à ce niveau-là, et Mike Malone, encore une fois, a réussi à le mettre dans les bonnes dispositions pour qu'il puisse capitaliser sur ses qualités, et pour ça, bravo à lui. Donc oui, bien sûr, maintenant, malgré Aaron Gordon, dont je viens de louer les mérites en défense, c'est vrai que ces Nuggets, et c'est peut-être un petit peu leur problème, ils ont quelques soucis en défense, même si 13e dans le defensive rating, c'est pas catastrophique, n'empêche qu'ils ont une des meilleures attaques de la ligue, et tout ça, franchement, c'est plutôt cool, et c'est plutôt beau à voir. Tout le monde trouve sa place, moi je trouve, dans le jeu offensif, et si les Nuggets sont premiers au classement dans la conférence Ouest, même malgré les absences, c'est que Mike Malone, encore et toujours, fait un super taf à Denver. Et enfin, troisième candidat, Joe Mazzulla des Celtics, et là encore, après Mike Malone, qui était le meilleur coach de la meilleure équipe de l'Ouest, et bien là on a tout simplement le coach de la meilleure équipe de la NBA, tout simplement, donc forcément aussi la meilleure équipe de l'Est, les Boston Celtics. En plus, moi ce que j'aime bien avec Mazzulla, c'est que c'est sa première saison en tant que head coach, et comment vraiment on peut se passer de Mazzulla pour ce trophée, franchement c'est super difficile. Donc bien sûr, il profite de tout le travail de Ime Udoka, qu'il a mis en place l'an dernier, tout ça, forcément ça lui donne des facilités, et c'est plus facile aussi de coacher un groupe qui se connaît, avec une équipe qui l'an dernier a dû se souder et développer des liens pour aller jusqu'en finale la saison passée. N'empêche que cette bonne dynamique et cette alchimie, il fallait être capable de la maintenir, et Mazzulla, il aurait pu vraiment se faire bouffer par ces joueurs qui ont pris une autre dimension et qui ont gagné en caractère l'année dernière, mais pas du tout, non, il était connu, il a été vite respecté par ses joueurs, en même temps il était déjà dans l'organisation, il a continué dans la lignée de son prédécesseur, et mieux encore, moi je trouve qu'il l'a fait oublier. Qui, à Boston, encore aujourd'hui, parle de Ime Udoka ? Personne, parce que Joe Mazzulla a pris la relève, et il a été très bon pour ça, et il a réussi à faire de ces Celtics la place forte actuellement de la saison régulière. De Tatum à Brown, en passant par des vétérans comme Horford ou Smart, tout le monde loue les qualités de leader de Mazzulla. Il sait tenir son équipe grâce à des méthodes qui sont vraiment appréciées. C'est aussi un très bon communicant qui arrive justement à mettre tout le monde en confiance, à souder tout le monde,
Et si Boston est la deuxième meilleure attaque de la ligue et la cinquième meilleure défense en NBA, c'est que Mazzulla fait du bon taf. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand chose. Lui aussi, son histoire elle est belle. C'est sa première saison de coach, il a le meilleur bilan de la ligue. C'est propre. Donc maintenant, même s'il y a eu il y a quelques semaines un tout petit coup de mou chez les Seas qui a vite été oublié, on a une équipe de Boston qui globalement actuellement roule sur la NBA. Et pour ça, rien à dire. Un grand bravo à Joe Mazzulla. Et alors, entre Mike Brown, Mike Malone et Joe Mazzulla, le coach, j'allais dire le joueur, mais non, le coach que vous avez choisi pour le trophée Encéphale du meilleur coach à la mi-saison, c'est Mike Brown, en effet, et c'est mérité, moi je trouve. Vous l'avez choisi à 59% d'entre vous, 35% étaient pour Mazzulla, et je peux comprendre, et 5% pour Mike Malone. Bon, franchement, les trois mérités, c'est sûr, mais pour moi, Mike Brown, il est au-dessus, tellement c'était inattendu ce qu'il a fait avec Sacramento, et je trouve que c'est bien de donner du crédit à Mike Brown, tellement personne n'imaginait que Sacramento pouvait être aussi haut. Au mieux, on les imaginait au play-in, franchement, mais troisième de leur conférence, jamais de la vie, et donc pour ça, un énorme big up au taf de Mike Brown que j'ai vanté juste avant. Sur Discord, ça dit quoi? Sur Discord, c'était très serré. Mike Brown a gagné. Donc encore une fois, on est tous d'accord parce que moi aussi, j'aurais voté Mike Brown. Par contre, Joe Mazzulla arrivait vraiment juste derrière et ça peut se comprendre en étant le coach de la meilleure équipe de la NBA. Et ensuite, on a Mike Malone qui arrivait un petit peu plus loin derrière. Moi, je dois vous le dire honnêtement, j'aurais mis, je pense, Jack Vaughn dans le top 3 parce que je trouve que ce qu'il a fait depuis son arrivée à Brooklyn pour prendre le relais d'un Steve Nash qui n'arrivait pas à tenir son équipe et qui n'avait aucun système, je l'aurais mis dans le top 3. Maintenant, dur de virer soit Mazzulla, soit Mike Malone, mais c'est le jeu, je pense que j'en aurais enlevé un des deux pour mettre Jack Vaughn dans le top 3. Mais bon, c'est votre choix. Il y a aussi Taylor Jenkins qui a eu des voix, et c'est normal, parce qu'encore une fois, les Grizzlies sont bien placés, et Taylor Jenkins, ça fait des années qu'il fait du bon taf là-bas. Tyronn Lue ensuite, ouais, ok, je l'aurais pas vu si haut, mais pourquoi pas. Willie Green, je l'aurais imaginé plus haut, mais c'est vrai que dernièrement, les Pelicans vont tellement mal que c'est dur de le mettre plus haut. Sur la première partie de la saison, par contre, j'aurais pas hésité. Mike Budenholzer, comme d'habitude, Will Hardy et JB Bickerstaff, ouais, pour ce qu'ils font à Utah et Cleveland, on peut aussi comprendre qu'ils aient quelques voix. Voilà, donc oui, on est d'accord sur le numéro 1, Mike Brown, mais moi j'aurais sûrement donné un petit peu plus de crédit par rapport à Discord, mais c'est comme ça, la commu a tranché, et quoi qu'il en soit, c'est Mike Brown qui remporte ce trophée Encéphale à la mi-saison. La suite, avec le trophée Joker du meilleur sixième homme. Et le premier candidat, c'est Malcolm Brogdon. Pas étonnant non plus, un petit peu comme pour Mazzulla dont on parlait juste avant, Brogdon c'est le meilleur joueur de banc de la meilleure équipe de la ligue, donc oui, je suis pas du tout surpris de le retrouver ici. L'année dernière, on avait des Celtics qui avaient déjà une équipe qui était très complète, mais l'arrivée de Brogdon, qui toute sa vie ou presque a été titulaire, notamment du côté des Pacers, même s'il est aussi passé par les Bucks, mais je trouve qu'il a encore porté cette équipe des Six vers un nouveau stade. Il s'est très vite adapté à son nouveau rôle, il joue avec intelligence, c'est toujours sa signature un petit peu, le QI basket, et surtout, il a une efficacité de fou furieux quand il rentre sur le terrain. Il tourne à 45% de réussite à 3 points, c'est juste phénoménal, et également, il a un ratio assist-turnover qui est complètement dingue. 1,5 balles perdues pour un mec qui porte autant la balle pour quasiment 4 passes, mais c'est très propre. En fait, moi je trouve que Brogdon, ce qu'il définit, c'est qu'il y a quasiment aucun déchet dans son jeu, il va quasiment toujours faire la bonne action, en plus de ça, c'est un excellent défenseur, il s'intègre parfaitement à Boston aussi avec sa mentalité, c'est un joueur sur qui on peut compter, qui pourra jouer avec les titulaires quand il va être le premier à rentrer sur le terrain et qu'il y a pas mal de titus qui resteront sur le parquet, notamment les stars, mais il peut aussi maintenir son équipe à flot avec la seconde unit quand les joueurs principaux sortiront, donc ok, c'est peut-être pas le plus gros scoreur du monde, mais personnellement je m'en fous, il apporte tellement dans tous les autres secteurs du jeu, grâce à son QI basket, sa science du jeu et sa justesse, que oui, c'est bien de lui donner du crédit et c'est bien de le mettre en valeur, donc c'est pas forcément le profil du sixième homme habituel, parce que lui c'est pas un mec qui va tout dynamiter en tant que scoreur, mais c'est clairement, je trouve, l'un des plus valuable en NBA actuellement dans une équipe ambitieuse qui veut win, et je trouve que dans la régularité de Boston dans la victoire, on a un Malcolm Brogdon en sortie de banc qui a une réelle importance. Le deuxième que vous avez choisi, c'est Bénédicte Mathurin, qui lui, tout simplement, alors qu'il est rookie, c'est balèze, est le meilleur scoreur en sortie de banc de toute la NBA. Et bon, son statut de débutant, même si je trouve ça très fort, d'être le meilleur scoreur parmi la seconde unité dans toute la NBA, là, il faut le mettre de côté. On va pas lui donner de crédit pour ça. Là, il est jugé dans la cour des grands avec les autres sixième hommes. N'empêche que se dire qu'il pourrait devenir le premier rookie meilleur sixième homme de l'histoire, sachant que c'est lui déjà qui avait remporté le trophée de Joker
Joker quand on avait fait notre premier live des awards, ben ça montre son niveau de jeu. Donc ses qualités, je reviens pas dessus, je les ai déjà évoquées de long en large un petit peu quand j'ai parlé de lui dans le trophée John Duff. Ce qui est sûr, c'est que c'est un très gros scoreur, qui sait jouer avec ses forces, qui peut marquer des points ou 3 niveaux, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, et aussi, tiens, on peut l'ajouter, qui est très bon pour aller provoquer des fautes et aller sur la ligne des lancers francs. Il apporte cette espèce de profil de dynamiteur, lui, de scoreur en sortie de banc, qui a une très grosse utilité dans la rotation de Rick Carlisle. Et voir que le coach lui fait confiance, qui lui donne de grosses minutes aussi, hein, pas des minutes de titulaire, mais presque, quasiment 29 par match, ça fait quand même beaucoup, alors que d'habitude c'est un coach qui fait pas vraiment confiance aux jeunes, mais ça montre ce que Bénédicte Mathurin est capable d'apporter sur un terrain. Pour moi, il a un vrai profil de très bon sixième homme à Indiana, une équipe qui, encore une fois, je le répète, se bat pour au moins le play-in actuellement, et franchement, ben voilà, voir ce rôle-là en sortie de banc dans une équipe qui s'en sort finalement pas trop mal, je trouve que ça mérite d'être mis en valeur, et je crois que je comprends cette sélection parmi les 3 candidats au trophée de meilleur sixième homme de l'année. Et le numéro 3 par ordre alphabétique que vous avez choisi sur Discord, c'est Russell Westbrook, un mec qui... Ben, on l'imaginait pas sixième homme il y a encore pas longtemps, parce que on se rappelle qu'il y a 5 ans seulement, il était élu MVP. Alors non, je suis pas bon en maths, c'était en 2017 qu'il a été MVP, donc ça fera 6 ans à la fin de la saison. Waouh, le temps passe vite. Mais bref, non, on pensait pas que Russell Westbrook, avec ce statut d'ancien MVP, sortirait du banc. Pourtant, chez les Lakers, malgré quelques réticences de sa part au début, on se rappelle de 2-3 déclats où ça se sentait qu'il kiffait pas le statut de sixième homme, et moi je trouve qu'il s'y adapte bien peu à peu dans ce rôle. Finalement, ça lui permet d'avoir plus de liberté, parce que c'est un mec qui quand même a beaucoup besoin du ballon pour performer, et c'est pas facile justement d'avoir la gonfle et d'être utilisé comme ball handler quand tu startes aux côtés de LeBron James. Et en sortie de banc, Russell Westbrook, là où il est fort, c'est qu'il va apporter ce qu'on attend de lui, c'est du Westbrook en fait, c'est un Russ qui peut redevenir le Russ qui sait être en fait, avec une immense énergie, une intensité incroyable, pour le meilleur et pour le pire bien sûr, mais c'est quand même du Westbrook qui est super complet, qui est super polyvalent. Il a des stats qui sont toujours aussi denses dans tous les secteurs, avec du scoring bien sûr, mais aussi toujours beaucoup de rebonds, toujours beaucoup de passes, et c'est des chiffres qui soulignent qu'il a quand même un volume de jeu incroyable, qu'il soit titulaire ou qu'il soit en sortie de banc. Lui, avec ses 7,5 caviar de moyenne, c'est propre, c'est et de loin le meilleur passeur de la ligue parmi les remplaçants, et même si bien sûr il fait beaucoup de DG avec une adresse qui reste toujours suspecte, mais moi je me dis que c'est pas grave, c'est moins grave d'avoir ces déchets là, c'est moins dérangeant en tout cas que quand tu les fais en tant que titulaire, parce que de toute façon les sixième hommes, c'est un peu ce qu'on attend de leur part, qu'ils essayent de tout donner, peu importe le déchet, toi ton but c'est de scorer au maximum pour apporter des points quand les titulaires sont sur le banc. C'est souvent ça, je dis pas que c'est à chaque fois ça, mais c'est souvent ça le rôle du sixième homme, et Westbrook dans son volume de jeu, il y arrive. On a les Lakers qui ont clairement besoin d'énergie sur le banc parmi les remplaçants, ils ont besoin d'un mec qui a pas peur de prendre ses responsabilités, qui saura faire jouer les autres aussi, qui va scorer, qui apportera de l'intensité, qui apportera de la création, et oui, Westbrook est tout à fait ce genre de joueur. Personne dans l'histoire n'avait fait autant de triple-double que lui cette saison en sortie de banc, lui en 50 matchs sur le banc, il en a déjà fait 4, c'est assez énorme, alors même si oui, ça a dû lui faire bizarre d'être relégué à ce rôle, même si ça nous a fait bizarre à nous aussi, mais moi je comprends que vous l'ayez choisi parmi les candidats à mi-saison pour ce trophée de Joker. Entre Malcolm Brogdon, Bénédicte Mathurin et Russell Westbrook, le vainqueur du trophée de Joker du meilleur sixième homme à la moitié de la saison en NBA revient à Malcolm Brogdon, qui arrive en tête, c'était assez serré, mais qui arrive en tête avec 48% des voix. On a Westbrook qui est deuxième avec 34%, et on a Bénédicte Mathurin qui arrivait en 3 avec 18%. Donc visiblement, il y en a qui ont mis en avant la polyvalence de Westbrook, malgré ses pourcentages compliqués, mais quand même, à 48%, vous avez choisi Malcolm Brogdon, son QI basket, sa justesse, son efficacité, son intelligence en sortie de banc, et tout ça dans une équipe qui a le meilleur bilan de la NBA. Et encore une fois, je ne peux être que d'accord avec vous. Moi, si j'avais voté, c'est lui qui aurait eu mon vote, Malcolm Brogdon. Comme je disais, c'est pas forcément le profil du sixième homme habituel, parce que c'est pas non plus le plus gros scoreur, mais pour tout ce qu'il apporte dans l'intelligence de jeu, et le fait de pouvoir faire en sorte pour Joe Mazzulla que dans la seconde unit, il y ait toujours une espèce d'unité, et qu'il n'y ait pas non plus de pic vers le bas, que ça fasse pas les montagnes russes quand les titulaires sortent, mais Malcolm Brogdon a un grand rôle, et je pense que lui aussi a sa part de responsabilité dans la très bonne saison que réalisent les Celtics actuellement. On va voir ce que dit Discord.
Et encore une fois, eh bien, c'est un triplé pour Malcolm Brogdon. Tout le monde est d'accord pour ça, et loin devant pour Brogdon, qui obtient 79 points sur 90 possibles. Donc ça montre à quel point Brogdon est respecté sur le Discord. Et là aussi, on avait un Westbrook qui arrivait en 2 et un Mathurin qui arrivait en 3. Par contre, là, je vois des joueurs, je suis content de les voir mentionnés, parce que Tyus Jones, on en parle très peu, mais il fait une très bonne saison sur le banc, encore une fois. C'est la deuxième de suite qu'il fait, mais je trouve qu'on l'oublie très vite, Tyus Jones. Et à Memphis, il fait de très belles choses. Bobby Portis, qui a des points, bah forcément, à Milwaukee, il est toujours très utile. Maintenant qu'on a un Brook Lopez qui est là toute la saison, on a Bobby Portis qui est utilisé en tant que remplaçant et qui fait son taf. On a Jordan Poole qui, c'est normal, il fait une grosse saison, même si je pense que ce qu'il a handicapé, c'est qu'il a été meilleur quand il a été titulaire que quand il a été 6ème homme. Malik Monk, on en parlait tout à l'heure, qui remplit très bien son rôle à Sacramento avec Mike Brown. Malik Beasley, très cool de le voir ici, vu tout ce qu'il donne pareil du côté de Utah. Bones Island, pareil, à Denver, un bon dynamiteur comme on les aime. Un Nasrid qui fait vraiment le taf, alors qui est pas forcément titulaire, mais depuis la blessure de Towns, il s'est vraiment révélé. Et après, on avait un joueur qui était cité en plus, qui lui avait un point, mais vu que je ne mets que 10 joueurs par visuel, et que de mémoire j'ai oublié qui c'était, tant pis, on va le zapper pour aujourd'hui. Il fallait avoir plus d'un point et se retrouver dans les 10 premiers. Et quoi qu'il en soit, ce qu'on retient, c'est qu'encore une fois, pour tout le monde, mais on est sur une unanimité totale pour les 5 premiers trophées, c'est Brogdon qui remporte ce trophée pour tout le monde, pour le Discord, pour Twitch et pour moi. Allez, maintenant le trophée à l'improviste de la meilleure progression. Et tout à l'heure, on a parlé de Shai Gilgeous-Alexander pour le trophée du joueur le plus clutch. Il l'a pas obtenu, le trophée il va le mettre, mais là il a peut-être une chance d'être récompensé aujourd'hui. Et après Morant l'an dernier qui a été MIP, moi je trouve qu'on a un Shai Gilgeous-Alexander. Je dis pas forcément qu'il a eu la meilleure progression, ça on en parlera plus tard, mais je trouve que c'est un de ceux qui a eu une des progressions les plus proches de Ja Morant en passant du rôle de star à celui de superstar. Parce que ok, la différence aussi avec Morant, c'est que ok ici c'est pas une top team, alors que Memphis en était une l'année dernière, ça peut l'handicaper, mais mine de rien, on a un Thunder qui est dans la course au play-in, alors qu'ils étaient censés tanker, et ça non seulement c'était inattendu, mais en plus, je trouve que Shai, il a une très très grosse responsabilité là-dedans, parce qu'il a un énorme impact sur les résultats collectifs. On l'a dit tout à l'heure, de toute façon, c'est un des joueurs les plus clutch de la NBA, et ça montre à quel point dans les quatrièmes quart-temps il peut prendre ses responsabilités. Mais pour ça, globalement, plus que de parler des quatrièmes quart-temps, moi j'ai envie de mettre en valeur sa progression. Cette saison, il tourne à plus de 30 points par match, 30,8 exactement, il a fait un bond de plus 6, plus 6, quelque chose, ça commence à être propre, et moi je trouve ça important aussi à préciser, je trouve que c'est plus facile d'exploser ta moyenne de points quand tu tournes à 6 points par match, que quand t'en scores déjà 24, et pourtant, c'est ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à faire cette saison, et pour ça, chapeau à lui. On peut ajouter qu'il a fait des... Bon, alors c'est toujours pas un lockdown, on va pas abuser, n'empêche qu'il a quand même fait des vrais progrès en défense, c'est pas négligeable. Il tourne sur son career high aux interceptions, il tourne aussi à plus d'un contre. Vous savez que moi, ça me suffit pas pour évaluer la qualité d'un défenseur, n'empêche que je trouve que de ce côté-là, même globalement hors des chiffres, c'est un petit peu plus intéressant, même si off-ball, j'attends encore des progrès, mais ce que je trouve le plus intéressant, moi, dans sa progression, c'est l'efficacité. Il a gagné plus 5% au shoot au global, plus 5% à 3 points aussi, il est à 91% au lancer franc, tout ça en prenant un volume de tir qui est assez phénoménal, plus important que celui de l'année dernière en tout cas, c'est très fort. En fait, moi je trouve que Shai, là où il a bien progressé, c'est qu'aujourd'hui il est bien mieux conscient de ses forces. Il shoot moins de loin, il insiste beaucoup plus sur les pénétrations, c'est le joueur, et de loin, qui marque le plus en drive en NBA en moyenne par match. Ça montre aussi à quel point il s'est insisté là-dessus, à quel point il sait qu'il est bon là-dessus, avec ses dribbles, ses changements de direction, ses changements de tempo, ses appuis, ses feintes, il est létal pour accéder au cercle, et ça il l'a compris, et il hésite pas à l'utiliser. Et moi ça je trouve que ça c'est la preuve d'une vraie prise de maturité, où il utilise bien mieux ses forces, il arrête aussi d'insister sur trop ses faiblesses en fait, où il shoot beaucoup moins à 3 points, et tout ça, ça lui a permis de soigner, de polir son jeu, de jouer plus juste, d'être plus efficace, et d'exploser finalement ses moyennes de points, tout en étant un spécialiste du game winner, comme on l'a dit plus tôt. Et tout ça, pour moi, c'est synonyme d'une vraie progression, et je suis pas surpris du tout de le voir parmi les candidats du trophée à l'improviste. Le deuxième que vous avez choisi, c'est Tyrese Haliburton. Et après Mathurin, que déjà on a évoqué pas mal dans ce live, à 2 reprises, voici un autre joueur des Pacers, Tyrese Haliburton. Donc même si on a une équipe de Indiana qui est en difficulté ces derniers temps, comme par hasard, ça a coïncidé avec l'absence d'Haliburton, et donc difficile de reprocher quoi que ce soit au meneur dans cette mauvaise passe des Pacers, parce que justement, ça montre son impact. Quand il est pas là, ça perd, quand il est là, ça gagne en tout cas, enfin ça gagne pas non plus des masses, mais ça gagne plus que prévu, avec un mec qui a la main, que ce soit au
points ou aux passes décisives, arrive à porter son équipe. Et moi je trouve que ce qui confirme sa vraie progression, c'est qu'aujourd'hui, après son passage à Sacramento, après son arrivée aux Pacers en cours de saison dernière, et bien aujourd'hui, si on doit choisir un franchise player du côté des Pacers, c'est Tyrese Haliburton sans bégayer. Il nous a fait un +3 dans les passes. Aujourd'hui, il tourne à plus de 10 passes de moyenne aussi. C'est un expert du playmaking, qui est un vrai QI basket, qui prendra souvent la bonne décision, qui jouera très juste et qui en plus de ça, moi j'apprécie, réussira à faire croquer tout le monde et shooter avec une énorme efficacité. Il est à quasi 40%, hein, et vraiment, il est à 40%, 39,9, c'est quasiment pareil, en tentant plus de 7-3 points par match, c'est propre. Donc à Sacramento, moi je trouve que c'était la différence, on lui demandait pas mal de jouer off-ball avec De'Aaron Fox. Ça, il peut le faire, mais c'est pas comme ça qu'il va être le plus efficace. Et ça se voit à Indiana, parce qu'aujourd'hui, toute la création ou presque passe par lui, et c'est vrai que il y a pas mal de joueurs, on se dit ok, c'est juste parce qu'il a été responsabilisé à Indiana que maintenant ses stats augmentent. Mais non, je suis pas d'accord, parce qu'il y a des joueurs, tu les responsabilises, non seulement ils font pas gagner leur équipe, mais en plus ils peuvent s'écrouler avec des déchets dans tous les sens. Et ça, c'est pas du tout le cas de Haliburton, qui en tant que leader de sa team assure plutôt bien. Là-bas chez les Pacers, il a les clés du camion, il aime ça, il a un énorme QI basket qui se développe d'année en année, il vient d'obtenir sa sélection All-Star, et ça montre, c'est la première de sa carrière, et ça montre justement le statut qu'il est en train d'acquérir cette saison du côté des Pacers. Et le troisième que vous avez choisi, c'est Lauri Markkanen. Et ça va pas être facile à mon avis de dégager un champion, parce que là aussi, encore une fois, on a un troisième candidat qui nous a fait une belle progression, et c'est probablement celui qu'on attendait le moins en début de saison. Autant Gilgeous-Alexander et Haliburton, on pouvait un petit peu l'anticiper, qu'ils allaient faire une grosse saison, ils étaient sur une bonne lancée, où ils arrivaient dans un bon contexte qui permettait de sentir qu'ils allaient faire quelque chose de bien. Autant Markkanen, c'était beaucoup moins prévisible, même si, bien sûr, avec son énorme euro, avec la Finlande, on avait déjà quelques pistes sur le niveau qu'il était capable d'acquérir. Sauf que là, moi je trouve qu'il est vraiment devenu le joueur que les Bulls auraient aimé drafter à la base, voire même plus en fait. Pourtant, c'était pas gagné, parce que après sa saison rookie, peu à peu son rôle a diminué avec les coachs qu'il a connus, il était juste utilisé en tant que floor spacer, et moi je trouve qu'il s'est un petit peu noyé du côté de Chicago. Les blessures en plus ne l'ont pas aidé, et on avait un joueur qui était décevant et dont on attendait plus depuis sa saison rookie. Après, c'est vrai, l'an dernier, il y a eu une embellie quand il est passé du côté de Cleveland, mais là-bas, c'était surtout un role player, qui était intéressant, certes, parce qu'il tournait à 14 points par match, mais c'était un role player, mais tout ça, c'était loin du niveau qu'il est en train d'afficher à Utah. Là, on lui a donné clairement l'opportunité d'être le leader, celui par qui tout passe, vraiment, offensivement, et là-dedans, il brille quand il a les clés du camion, lui aussi. Et peut-être que c'est ça qu'il faut retenir. En fait, Lauri Markkanen, si tu veux l'utiliser au meilleur de son niveau, il faut lui donner les clés, faut qu'il soit ton franchise player. Il aura peut-être beaucoup plus de mal à trouver sa place s'il est utilisé en tant que second couteau, et ça s'est vu à Chicago ou à Cleveland. Alors à Cleveland, je dis pas qu'il a pas trouvé sa place, mais clairement il était moins efficace. Et aujourd'hui, ce rôle de mec qui porte la balle, qui va scorer, qui est l'option 1, qui est le go-to guy, il l'assume des pieds et des mains à Utah, qui est en plus une des équipes surprises de cette saison, une des équipes Cinderella. Alors malheureusement, ils font pas partie du top de la conférence Ouest, mais encore une fois, eux, on les attendait tanker avant le début de cette campagne, et aujourd'hui ils sont dans la lutte pour les playoffs. Tout ça c'est propre, et c'est avant tout grâce à un énorme Lauri Markkanen qui fait des dingueries, qui peut faire des matchs à 49 points, qui nous a fait un +10 au point, un +3 au rebond. Je crois que c'est même c'est sûr, en tout cas en termes de points, c'est la plus grosse progression chiffrée parmi nos candidats d'aujourd'hui, et ça montre très bien que c'est du gâchis de ne l'utiliser que pour son shoot extérieur, tellement en attaque en fait il est plus qu'un simple spot-up shooter. C'est aussi un mec qui peut créer, qui peut shooter de loin bien sûr, on l'a dit, mais qui peut aussi driver, qui peut jouer au poste, qui a une immense panoplie en vrai, avec une mobilité de ouf pour sa taille, et pour moi c'est une espèce d'évidence de le retrouver parmi les candidats qu'on choisit le Discord, et voilà. De toute façon, moi ce que je retiendrai, c'est que même s'il a gagné en confiance, en maturité, en justesse aussi, lui qui également a fait exploser ses pourcentages, j'ai l'impression que ce niveau de jeu, il avait juste au fond de lui, il avait juste besoin d'être utilisé de la bonne façon, besoin d'être mis en confiance pour atteindre son summum, son apex si on peut dire, et là c'est ce qu'il est en train de faire à Utah, grâce à un énorme taf aussi de Will Hardy. Non, vraiment, Lauri Markkanen, vraie progression, et c'est cool de le retrouver ici. Entre Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton et Lauri Markkanen, celui que vous avez choisi pour remporter le trophée à l'improviste de la meilleure progression à la mi-saison, c'est
Lauri Markkanen du Utah Jazz avec 62% de vos votes. Arrivé à la deuxième place, Shai Gilgeous-Alexander avec 23 et Tyrese Haliburton avec 15. Et moi j'aurais, même si je trouve que c'est difficile parce que tous les trois ont une vraie progression, j'avoue j'aimais bien Shai Gilgeous-Alexander dans le côté où ça ressemblait bien à la progression de Ja Morant, le côté aussi où t'arrives à déjà être une star et à encore progresser pour atteindre un nouveau statut. Mais non, pour moi il mérite vraiment Gilgeous-Alexander. Mais non, j'aurais vraiment voté pour Markkanen, encore une fois, parce que c'était le moins attendu. On avait un Gilgeous-Alexander et un Haliburton qui étaient déjà sur la bonne voie et qui déjà l'année dernière avaient fait des très bonnes saisons, alors que Markkanen, qui s'imaginait qu'il ferait de telles dingueries à Utah, et tout ça, il a fait un plus 10 au niveau des points. Pour moi, c'est trop violent pour voter quelqu'un d'autre, donc j'ai énormément de respect pour Gilgeous-Alexander et pour Haliburton, mais moi aussi, ma plus grosse progression, elle va à Lauri Markkanen, et je suis d'accord avec vous, Twitch. Est-ce que Discord est là avec nous ? Eh oui, Discord est là avec nous, encore une fois, c'est un triplé. Tout le monde est d'accord, donc Lauri Markkanen remporte les voix de tout le monde, 73 points sur Discord, ce qui est propre, sur un total maximum de 90. Gilgeous-Alexander qui arrive en 2, comme vous, Tyrese Haliburton en 3, pareil. Petit big up à Nick Claxton, ça me fait plaisir de le retrouver là aussi, parce que c'est vrai qu'il est on en a parlé tout à l'heure, il était 4ème je crois aussi pour le trophée du meilleur défenseur, trophée Bob Locke, donc bien de le retrouver ici, Nick Claxton, parce que c'est vrai qu'il a obtenu un nouveau statut à Brooklyn cette année. Killian Hayes, plaisir aussi, même s'il est encore assez irrégulier, mais depuis la blessure de Cade Cunningham, depuis qu'il a été titularisé, il a fait de bonnes choses, c'est cool, c'est rafraîchissant de voir un Killian ici, alors qu'il a été très critiqué sur son début de carrière et que beaucoup le considéraient comme un flop définitif, mais là maintenant ça parle potentiellement pour la meilleure progression, c'est cool. Jalen Brunson, évidemment, il apporte de belles choses à New York, et si les Knicks réussissent aussi bien cette année, Brunson a son mot à dire là-dedans, donc oui, c'est bien qu'il ait des voix. Kevin Huerter, ça j'aime beaucoup aussi ce choix de votre part, parce qu'on en parlait aussi un petit peu plus tôt, aux Kings, il apporte énormément de choses. Domantas Sabonis, vraie progression aussi, même s'il partait déjà de haut et qu'il avait déjà été All-Star, c'est vrai qu'il avait vécu une saison un petit peu de creux, donc je comprends que vous ayez mis Domantas Sabonis là. Bol, intéressant, alors peut-être qu'il n'a pas encore obtenu un assez gros statut pour tout péter dans une équipe qui gagnerait plus, mais c'est vrai que alors qu'on imaginait qu'il était pourri pour la NBA, j'avais fait une vidéo à son sujet, mais aujourd'hui il a un vrai rôle du côté du Magic, donc bravo à lui. Et Alperen Sengun, je trouve ça aussi très intéressant ce qu'il est en train de faire là cette saison aux Rockets, parce que on se rend compte que tout le monde pensait à Jalen Green, et bien sûr que c'est toujours Jalen Green quand même le meilleur joueur d'Houston, enfin en tout cas celui sur lequel les Rockets comptent le plus pour l'avenir, mais Sengun il est pas loin, voire presque au même niveau, et donc ça, bravo à sa progression. Il y avait encore 3 autres joueurs cités, mais vraiment il y en avait quand même 3 qui se démarquaient, et même un qui se démarquait, Lauri Markkanen, qui remporte donc ce trophée à l'improviste de la meilleure progression à la mi-saison pour tout le monde. Maintenant on enchaîne avec le trophée peu glorieux du trophée Homer Dallor, qui représente la plus grosse déception à la mi-saison. C'est toujours un peu de peine de devoir dire du mal entre guillemets de certains joueurs, mais je trouve que ça fait partie du jeu, et je pense qu'il faut aussi être honnête et objectif et se rendre compte quand il y a des joueurs qui n'assurent pas. Et Bradley Beal, en tout cas selon le Discord, en fait partie. Et son cas à Bradley Beal, il est compliqué, et comme sa saison qui est compliquée, qui était déjà compliquée l'an dernier, parce qu'il a eu des blessures, sauf que ce qui est décevant, c'est qu'il a un contrat Supermax qu'il a signé cet été. Et forcément, quand tu signes un tel contrat, autour de toi, les attentes sont vraiment très hautes. Il y avait des espoirs que son duo avec Porzingis, voire même son trio avec Kuzma, qu'il faut pas oublier, allait permettre aux Wizards de vraiment performer, ou au moins de s'assurer une vraie place pour les playoffs, vu qu'en plus de ça, lui, il l'a dit, qu'il signait pas à Washington pour gagner, pour c'est le lapsus, qui re-signait pas à Washington pour l'argent, mais bel et bien pour gagner. Et là, pour le moment, c'est un petit peu compliqué, parce que normalement, dans ce trio, on a un Bill qui, dans sa carrière, a fait deux saisons à plus de 30 points par match, c'était en 2020 et en 2021, lui, ça devait être la star, ça devait être le leader, ça devait être le guide de toute l'équipe, et non, ça je trouve qu'il a du mal à y arriver, effectivement. Ok, ses stats, si on les regarde globalement, c'est pas mal, il a des pourcentages qui sont pas mauvais, il fait toujours des passes, mais le problème, c'est son attitude un petit peu, et sa façon de jouer, et quand il veut trop faire tout seul, mais ça se voit, les Wizards perdent, résultat, c'est finalement quand il s'efface un petit peu plus, quand il met moins de points, comme c'est un peu plus le cas dernièrement, qu'on voit Washington qui gagne avec un Kuzma ou un Porzingis qui serait plus impliqué et qui finalement
pourrait potentiellement avoir plus d'impact, voire au moins autant d'impact que Beal sur la win, et ça c'est pas normal quand on voit le contrat qu'a signé Bradley Beal, et je comprends du coup que vous trouviez ça décevant. Aujourd'hui c'est plus vraiment un joueur qui peut porter sa team à lui seul, même si lui il l'aimerait, et vu son contrat je pense que le fan de Washington il aimerait aussi, et là on s'en rend compte que pour briller avec ses coéquipiers, plutôt que d'abuser sur l'ISO comme il l'a fait il y a quelques saisons, et comme il a tendance à le faire encore parfois cette année, il doit plus jouer off-ball, il doit être un vrai playmaker, impliquer tout le monde, un peu comme Harden en fait quand il est arrivé à Brooklyn, et même depuis son arrivée à Brooklyn. Moi je veux plus aujourd'hui forcément que Beal soit l'option 1 au scoring à Washington, et ça c'est pas forcément évident à accepter pour un joueur qui a tourné plusieurs fois à 30 points par match voire plus, et moi je trouve que c'était surtout en début de saison, il arrivait pas à assumer ce rôle et à se rendre compte que non, il fallait qu'il s'efface un peu plus au scoring pour que Washington gagne, et bien sûr que là-dessus son niveau individuel il devenait décevant. Depuis peu quand même j'ai l'impression qu'il y a du mieux, et c'est à souligner, et que maintenant il s'en fout un peu plus des points, comme par hasard Washington gagne plus, donc oui il y a encore du taf pour aller dans ce sens encore plus loin et accéder aux playoffs, mais je trouve que même s'il a fait disons jusque là il a été décevant jusqu'en janvier, mais depuis le mois de janvier c'est mieux, il fait au moins le service minimum, mais je comprends globalement pour tout ce qu'il a montré avant que vous l'ayez sélectionné parmi vos déceptions. Vient ensuite Evan Fournier. Et bien sûr Evan Fournier, comment ne pas dire que c'est décevant. Lui, pareil, il est arrivé à Onyx avec un gros contrat, en tout cas un contrat intéressant, pas autant que Bradley Beal, mais quand même à plus de 18 millions la saison. Son but, c'était d'être titulaire, en tout cas ils l'ont signé pour ça les New-Yorkais, et d'apporter du scoring. Sauf que là, alors même si de temps en temps il a un petit peu de temps de jeu de façon imprévisible, globalement il enchaîne quand même les DNP, et c'est compliqué, donc oui de temps en temps ça va popper, on a un Evan qui va jouer quelques minutes, mais le match d'après, peut-être 3-4 matchs de suite, ensuite il jouera plus. Ça dépend souvent des blessures de Barrett, on a Thibodeau qui le met sur le terrain souvent quand Barrett est pas là, mais bon, c'est décevant, un Fournier qui ne joue que quand il y a des blessés, et sinon il squatte le banc. Là, il a joué, au moment où je prenais mes notes, maintenant ça a dû changer vu qu'il a joué un match de plus, mais il avait joué 22 matchs sur 54 possibles, alors qu'il est en bonne santé, et ça c'est compliqué à accepter, c'est compliqué de se rendre compte de ça, et le souci, moi je trouve, c'est que Fournier, avant tout, c'est un créateur quand même, c'est un mec qui aime bien porter la balle, créer ses shoots, ou même créer pour les autres. Et pour ça, pour faire ça, il a besoin de confiance. Là, à New York, on n'a pas forcément besoin de ça. On en a des mecs pour créer. On a besoin de spot-up shooters qui vont dégainer en catch and shoot, et de mecs qui vont défendre fort. Et ça, Fournier, c'est pas le rôle dans lequel il est le meilleur. C'est celui qu'on lui demande d'occuper, mais c'est pas son profil. Et là, comme je disais, c'est un mec qui a besoin de confiance, et qui a encore plus besoin de confiance quand on lui demande de prendre des shoots en catch and shoot. Et là, ça va pas. Il a besoin aussi de porter la balle, de la tenir, je crois, pour la trouver, cette confiance. Et quand on voit qu'il est à 33% de réussite au tir depuis le début de la saison, alors 35%, les stats ont un petit peu augmenté depuis que j'ai fait les visuels, c'est quand même catastrophique. Résultat, globalement, très souvent, il est sorti de la rotation. Il est devenu en plus de ça quasiment impossible à transférer, parce que c'est difficile pour une autre team d'accepter son contrat alors qu'il joue pas, et c'est dommage, parce qu'il a des qualités, c'est clair, mais là, vu qu'il joue pas, on a de moins en moins de certitude, et c'est devenu limite un contrat boulet. Alors 18 millions, c'est pas non plus un salaire mirobolant à la Bradley Beal comme je disais, mais c'est quand même important, et tout ça c'est dû, je pense, globalement à son non-fit avec les Knicks et à sa perte de confiance qui a été liée à ça. Alors maintenant, est-ce qu'il est victime d'un problème Thibodeau ? Ouais, il y a peut-être un petit peu de ça, les deux ont du mal à se retrouver sur la même longueur d'onde cette année, apparemment ils parlent très peu, le rôle de Fournier a pas trop été discuté. Moi je suis persuadé qu'il pourrait retrouver un meilleur niveau ailleurs en étant en confiance avec un coach avec lequel ils se sont acceptés, et aussi un rôle qui serait plus adapté. Même à New York, je pense que quand tu l'utilises en sortie de banc, il peut apporter un vrai boost offensif qui peut faire du bien aux Knicks quand Fournier joue. Mais bon, voilà, pour l'avoir, ce boost offensif, je le disais, je le répète encore, il faut qu'il retrouve sa confiance, c'est primordial. Et pour retrouver sa confiance, il faut qu'il joue régulièrement, et surtout dans un rôle qui lui convient plus. Et tout ça, c'est compliqué. Et j'ai l'impression que surtout, Thibodeau, il veut pas lui donner de temps de jeu régulier. Et puis de toute façon, il a toujours été comme ça, Thibodeau. Il a toujours eu ses têtes, il a toujours sorti des gars de la rotation. Et cette année, c'est Fournier qui en est victime, mais aussi parce qu'il a jamais réussi à s'adapter à ce rôle. Et là aussi, forcément, il a une part de responsabilité. Maintenant, ouais, il a une saison ultra compliquée. Ça devient impossible de retrouver son rythme. Et forcément, la campagne de Evan est décevante du côté de New York cette saison. Et enfin,
le troisième que vous avez sélectionné parmi les candidats pour le trophée Omer d'Alor de la plus grosse déception, c'est Zach LaVine, qui l'an dernier pourtant nous avait fait une saison ultra propre, qui pendant longtemps était à quelques pourcentages, quelques points de pourcentage de rentrer dans le 50-49 Club, donc tout ça, ça montre quand même son niveau, et il avait fait kiffer avec des Bulls qui avaient été très bons pendant la majorité de la saison, et un duo avec DeRozan qui globalement fonctionnait plutôt bien. Sauf que là, avec un DeMar quand même qui vieillit d'année en année, on se disait, la saison 2022-2023, les clés, elles doivent être données à Zach LaVine. Et pourtant, pas vraiment. Moi, je trouve que c'est toujours DeRozan qui est le patron, et si les Bulls sont pas aussi bons que prévu, c'est aussi que LaVine est pas capable de porter son équipe vers la win, et il assume pas assez ce rôle d'option 1 ou 2. Après, rien à dire sur ses stats, elles sont plutôt propres, 23,7 points, quasiment 5 rebonds, plus de 4 passes, des pourcentages qui sont pas mal, les colonnes sont remplies, l'adresse est là, mais moi, en fait, ce qui m'embête, c'est dans ce qu'on voit, dans l'impression visuelle, et ça, c'est important aussi, dans cette espèce d'attitude et cette espèce de nonchalance qu'il a sur le terrain. Oui, c'est compliqué, la saison de Zach LaVine. Il s'affiche pas vraiment en leader, pas en exemple pour ses coéquipiers. Il donne pas forcément envie de le suivre aussi. Et le pire, ça se remarque en défense. Peut-être s'il commençait vraiment à se battre en défense, là, il arriverait à porter ses coéquipiers et à tous les booster. Surtout que c'est la principale faille de ces Bulls. Mais là, c'est quand même un côté du terrain où non seulement, ok, moi je veux bien qu'il ait pas forcément les qualités, mais j'ai l'impression qu'il fait aucun effort. Alors après, ok, là il l'a répété ces derniers temps, il joue avec un doigt blessé, ça doit pas l'aider, c'est sûr, mais c'est pas un doigt pété qui va l'empêcher de faire le minimum d'efforts en défense, ou c'est pas un doigt pété qui va l'empêcher d'avoir un body language qui est positif et qui serait plus engageant pour ses coéquipiers. Obtenir la win, c'est pas juste faire des stats, c'est aussi avoir l'attitude, avoir le bon comportement, et cette saison, moi je trouve que LaVine il l'affiche pas. Il perd beaucoup de ballons en plus de ça, souvent dans les pires moments, il pèse pas forcément toujours dans les quatrièmes quart-temps, là-dessus c'est priorité à DeRozan, il fait souvent des choix douteux dans ces moments-là, il est aussi très irrégulier, à tel point qu'on a un Billy Donovan dernièrement qui l'a benché dans le money time, lui plutôt que d'essayer de rebondir et de revenir meilleur, il a plutôt fait la gueule, ça a créé quelques tensions du côté de Chicago, et oui, tous ces comportements de Zach LaVine, ça handicape les Bulls, ça a beau être un joueur très talentueux qui fait ses stats, mais vu ce niveau-là, il devrait avoir l'attitude et le comportement pour être All-Star les yeux fermés, et là moi je trouve que cette saison, il en est loin d'une sélection All-Star, c'est pas par hasard qu'il a pas été pris, et donc oui, forcément c'est décevant, et je comprends que vous l'ayez mis parmi ces 3 candidats. Alors, entre Bradley Beal, Evan Fournier et Zach LaVine, le grand gagnant du trophée Omer d'Alor de la plus grosse déception de cette première moitié de saison est Bradley Beal. Et oui, je pense que, moi je suis d'accord avec ça, j'aurais moi aussi voté Bradley Beal. Et ce qui est le plus décevant, c'est le gros contrat qu'il a signé. Il a signé un gros contrat de superstar, et forcément il répond pas aux attentes. Le niveau qu'il affiche actuellement n'est pas un niveau de superstar, et comme je le disais, ça devient un joueur presque aussi important que Kuzma et Porzingis, et ça c'est pas normal dans cette équipe de Washington, quand non, il devait s'afficher comme le go-to guy obvious, et ça a été obvious chez vous, parce qu'il a obtenu 82% des voix. Fournier arrive en deuxième place avec 12% des voix, et Zach LaVine ferme la marche avec 6% des voix. J'avoue que là je suis un petit peu surpris d'un tel écart, parce que oui, moi aussi j'aurais voté Bradley Beal, mais je cache pas que Zach LaVine, je suis très déçu par ce qu'il fait. Sans parler d'être une superstar, ça doit au moins être une star, et je trouve qu'il est loin de ce niveau-là. Moi, Zach LaVine, j'aurais pensé qu'il aurait quand même plus de voix, mais peu importe, on est quand même d'accord sur le premier. Sur Discord, ça dit quoi ? Ouais, sur Discord, vous avez fait gagner Bradley Beal à fond, là aussi loin devant. Bon, là, c'est le trophée à chaque fois où il y a le plus de joueurs cités, parce que là, je vous ai présenté le top 10, mais derrière le top 10, il y avait 17 joueurs cités. Ça montre bien que c'est vraiment en fonction des sensibilités et des attentes de chacun, la plus grosse déception, et là-dessus, on est tous différents, donc je comprends à chaque fois qu'il y a autant de joueurs cités. N'empêche que Bradley Beal était loin devant, mais Zach LaVine arrive en deuxième quand même, avec un Evan qui est troisième. Donc encore une fois, on a une unanimité pour Bradley Beal, qui est la plus grosse déception pour tout le monde, que ce soit Twitch, Discord ou moi. On a Ben Simmons, c'est pas déconnant qu'il arrive à la 4e place, évidemment. Rudy Gobert, la situation est compliquée pour lui, effectivement, surtout avec la blessure de Karl Anthony Towns. Beaucoup plus de mal à s'adapter dans une équipe qui était faite avec Towns, mais avec un Towns qui est pas là pour l'instant, difficile de trouver des repères pour lui. Donc Rudy Gobert arrive à cette place, avec un Chris Paul qui a égalité avec lui, un Chris Paul qui a eu du mal à trouver son rythme en début de saison. Ça va un petit peu mieux dernièrement, mais je comprends aussi qu'il a été décevant. Il a plus l'explosivité qu'il avait avant pour créer un petit peu la séparation sur ses mid-range, et ça l'handicape. Un Kawhi Leonard qui arrive à la suite, je trouve ça un petit peu sévère, parce que même si il a été blessé et il a mis un peu de temps pour trouver son rythme, là il est en train de revenir quand même peu à peu, le Kawhi Leonard qu'on connaît, et en train de revenir à son meilleur niveau. Je trouve ça un petit peu sévère,
mais pourquoi pas, sur le début de la saison en tout cas, même si les blessures n'ont pas aidé, je comprends. Et enfin, sur les places 8, 9, 10 à égalité, vous avez Scotty Barnes, rookie de l'année, vous en attendiez sûrement plus, LaMelo Ball qui a été pas mal blessé, et qui ça y est revient, mais le pauvre, moi je comprends qu'il soit décevant, mais ça doit être difficile d'avoir de l'envie et de l'énergie dans cette équipe des Hornets qui a été construite avec les pieds cette année, et c'est très compliqué pour les Hornets, donc oui, moi c'est plutôt les Hornets qui me déçoivent, et Trae Young, effectivement, qui a beaucoup de mal à s'adapter à son nouveau coéquipier des jeunes Témérés, et qui fait partie des plus grosses déceptions pour vous. Donc quoi qu'il en soit, malgré tous ces joueurs cités, on va pas te parler de tous parce qu'il y en a encore 17 derrière, mais oui, c'est Bradley Beal qui remporte ce trophée pour tout le monde, donc plus grosse déception à cette moitié de saison, voici Bradley Beal. Let's go pour le trophée le plus attendu de la soirée, évidemment, et en plus de ça, j'espère qu'il va y avoir des débats parce que je trouve que la course est très ouverte, le trophée Yvan du rêve du meilleur joueur, du MVP à la mi-saison. Et le premier que vous avez choisi dans l'ordre alphabétique, c'est Joel Embiid. Joel Embiid qui avait fait un début de saison très calme après avoir fini 2 fois dauphin dans la course au MVP, mais qui chutait un petit peu dans ces discussions-là parce que effectivement, il était plus aussi agressif, peut-être plus aussi percutant qu'avant en début de saison. Mais depuis son énorme match là à 59 points, 11 rebonds et 7 contre, clairement du côté des Sixers, on voit un autre Joel. On voit un pivot qui porte son équipe de Philadelphie, qui après un début compliqué aussi pour Philadelphie, grimpe sans arrêt dans les classements, jusqu'à avoir été top 2 à l'Est, mais qui sont passés top 3 maintenant après leur défaite contre les Knicks, et on a un Joel Embiid surtout, qui actuellement, tout simplement, c'est le meilleur scoreur de la ligue. Il a une espèce d'adresse qui est complètement insolente sur les pull-ups qui prend au mid-range, avec un Harden qui arrive à le trouver parfaitement dans les bons timings et dans les bonnes dispositions. À côté de ça, il a toujours une domination qui est folle sous le cercle, il est inarrêtable si tu fais pas de prise à 2 sur lui, et si Philadelphie, alors bien sûr des fois il abuse un petit peu de trop des 3 points, mais je trouve que c'est quand même plutôt intelligent souvent la façon dont il va oublier ça quand le match va être serré dans le money time, où il va essayer de s'approcher du cercle, où il insiste beaucoup plus dans la raquette. Et oui, si ces derniers mois Philadelphie a tant enchaîné les victoires, ils ont quand même fait une série de 20 wins sur 24 matchs avant de faire 2-3 petites défaites ces derniers temps, mais c'est le propre de pas mal d'équipes dans la saison régulière. Mais évidemment il faut donner énormément de crédit à Joel Embiid, qui en plus, je le disais, sur ses petites passes et sur cette relation, sur pick and roll aussi, apprend vraiment à jouer de mieux en mieux et à capitaliser de mieux en mieux sur son duo avec Harden, avec 2 joueurs qui apprennent à jouer ensemble et qui commencent à développer une vraie alchimie, il y a une vraie complémentarité. Là on a un Embiid qui 2 fois de suite, un coup sur coup, en décembre et en janvier, a été élu 2 fois meilleur joueur du mois. Ça, rien que ça montre et ça souligne son impact et son niveau. On a l'impression que il pourrait presque en mettre 40 tous les soirs sans forcer en fermant les yeux, tout en prenant des rebonds, en ayant un impact en défense. C'est propre tout ça. En plus de ça, même dans l'attitude, je trouve, dans le body language, il me paraît plus serein. Alors bien sûr, il est toujours sans chambreur, toujours troll avec les adversaires, peut-être un peu trop à mon goût, mais à Philly, je trouve qu'avec ses coéquipiers, il est de plus en plus leader quand même, il est plus au diapason de son équipe. On sent qu'il a une meilleure relation avec certains, on le voit souvent rigoler avec Harden, rigoler avec Maxi. On sent qu'il y a une petite complicité que j'avais du mal à déceler avant entre Embiid et ses coéquipiers. Moi j'ai l'impression que probablement il est en train de réaliser sa meilleure saison en carrière. En tout cas il a jamais fait d'aussi gros match en carrière que le match qu'il avait fait face à Utah. Et donc voilà, après avoir fini 2 fois 2e au MVP ces dernières saisons, c'est normal qu'en faisant sa meilleure saison en carrière, il soit à nouveau candidat aujourd'hui. C'est aussi un choix que j'aurais fait de le mettre dans mon top 3. Vient ensuite Nikola Jokic, justement des Nuggets. Et en parlant de meilleure saison en carrière, on a un Jokic qui lui aussi, il fait parler de lui et qui est un sacré client, parce que oui, moi aussi j'ai l'impression qu'il fait sa meilleure saison en carrière, Nikola Jokic. Il fait tout simplement une saison en triple-double, c'est complètement incroyable d'avoir de telles stats, encore plus pour un pivot, et lui de son côté, il porte son équipe des Nuggets à la première place de la conférence Ouest. C'est quand même complètement fou de se dire ça, de voir le niveau qu'il est en train d'atteindre, de se dire qu'aussi avec les retours de Jamal Murray, de Michael Porter Jr., on pouvait se dire à la base que ses stats allaient peut-être un petit peu baisser, qu'il allait peut-être potentiellement se reposer un petit peu plus sur eux, compter plus sur les autres un peu, notamment pour l'aider à la création, mais non, à Denver c'est flagrant, regardez-les jouer, tout passe toujours par Nikola Jokic, sûrement encore plus que la saison précédente malgré les retours de blessures. Alors peut-être qui défend un peu moins que Embiid, peut-être aussi que c'est vrai que dernièrement il a perdu son duel face à Embiid dans le match Philadelphie-Denver, mais tout ça reste un match, et en défense c'est pas non plus un peintre dans le domaine, mais surtout
surtout en attaque, c'est quand même un tout autre style que celui d'Embiid. Donc ouais, il est moins scoreur, c'est clair, mais quand on voit tout ce qu'il peut faire à la création pour les autres, quand on voit sa polyvalence et comment il est performant justement pour essayer de tirer le maximum de tous ses coéquipiers, bah bravo à lui, vraiment. Nikola Jokic fait une énorme saison, donc ok, il met pas ses 30 points par match, mais il en met quand même 25, et surtout, ce que je trouve admirable chez le Joker, c'est qu'il arrive constamment à prendre la bonne décision sans forcer, avec une vision de jeu, des skills et un QI basket qui sont all-time, hein, vraiment, chez le Serbe. Tout ça, ça permet à Denver de gagner pas mal de matchs, d'être à la première place de sa conférence. Ben, que demander de plus? Quand tu fais une saison en triple-double dans une équipe qui domine sa conférence, ben c'est pas rien tout ça. Alors peut-être qu'il va être pénalisé par la lassitude des votants, mais comme je disais, ben, quand tu réalises ta meilleure saison en carrière, que ce soit individuellement ou collectivement, et qu'en plus de ça, tu sors d'un double trophée MVP, eh ben bien sûr que t'es un candidat pour en gagner un troisième de suite. Et évidemment que Nikola Jokic va parler fort, je pense, dans la discussion. Et le troisième candidat pour aujourd'hui, c'est Jason Tatum. Là non plus, pas de surprise, hein. Je donne cet argument, j'ai donné tout à l'heure pour Mazzulla, j'ai donné juste avant aussi pour Brogdon un petit peu plus tôt. Ouais, Tatum, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA, donc c'est normal de parler de lui également dans la course au MVP. Alors je sais que ça devait pas être facile pour vous sur Discord d'en choisir 3. C'est difficile là, par exemple, moi je mettrais un Luka Doncic aussi dans mon top 4, mais faire une hiérarchie entre les 4, c'est difficile tant ils ont des arguments différents. Mais non, sur Discord, on regardera le classement tout à l'heure, vous avez choisi Jason Tatum, et ça s'entend vraiment, surtout que lui il a une narrative un petit peu, et on sait que c'est important pour le trophée de MVP, une narrative qui je trouve est toute écrite depuis le début de la saison. C'est un mec qui a perdu en finale, qui revient encore plus fort, qui pond des stats de ouf, qui tourne à plus de 31 points par match, et qui malgré le changement de coach, alors qu'on sait que les joueurs adoraient Ime Udoka, arrive à mener son équipe vers les sommets de la ligue. L'histoire elle est belle, et en NBA les belles histoires pour le trophée de MVP, en plus de ça on aime ça. On a un Tatum qui vraiment a progressé dans tous les secteurs, et à Boston évidemment c'est toute l'équipe qui en profite. Il est présent en plus, on le dit pas assez je trouve, quoi qu'à force, on va le dire assez, mais il est présent des deux côtés du terrain, c'est un beau défenseur. En attaque, franchement il est d'une finesse, d'une fluidité, c'est beau de le regarder jouer en attaque, il a une panoplie de dingue pour scorer, il a un style de ouf, et en plus de ça, je trouve que ça fait, une saison ou deux qu'il a fait de vrais progrès dans le playmaking, et même si ça se voit pas dans le nombre de passes, 4,4 ça reste propre, dans le jeu je trouve qu'il prend de mieux en mieux la bonne décision quand il s'agit de shooter ou de lâcher la balle pour les autres. Et moi je trouve qu'avoir une ligne de stats pareille dans une équipe qui a le meilleur bilan de la ligue, d'habitude dans les autres saisons c'est limite trophée MVP sans avoir à réfléchir, en mode no-brainer. Le problème c'est que cette année en NBA il y a beaucoup de concurrence pour Jason Tatum, donc on va beaucoup plus y réfléchir, on va pas s'en plaindre qui est des joueurs énormément bons. Après peut-être la difficulté pour Tatum, c'est ce que je peux rajouter, c'est que c'est difficile un peu de le dissocier de Jaylen Brown, parce que bien sûr quand même la hiérarchie est définie à Boston, ça reste Jason Tatum le franchise player et Jaylen Brown le lieutenant plus, mais souvent le bon bilan des Celtics on le met peut-être plus sur le dos du duo et du collectif de toute l'équipe en général que sur les performances de Jason Tatum, alors que à Philly, malgré la présence d'Harden, on met quand même tout avant tout sur le niveau de Embiid. À Denver, clairement on met d'abord tout sur le niveau de Nikola Jokic. C'est peut-être ça être valuable. Je sais qu'on a tous notre différence de pensée sur la définition de valuable, ça c'est à chacun de voir, et c'est peut-être un petit peu ce qui peut handicaper Tatum, parce que comme je disais, sinon quand t'es le meilleur joueur de la meilleure équipe et que t'as de telles stats, évidemment que tu dois être un candidat pour le MVP. Donc ouais, ça peut jouer contre lui, mais en vrai on peut pas lui reprocher ça, c'est pas de sa faute s'il a des bons coéquipiers, n'empêche qu'il arrive quand même aussi à surnager parmi ses coéquipiers, et clairement il nous fait une saison de très haut niveau, une saison de au vol, et c'est normal vraiment qu'il soit un vrai candidat pour le MVP, Jason Tatum. Entre Joel Embiid, Nikola Jokic et Jason Tatum, le grand gagnant du trophée Ivan du rêve du MVP à la mi-saison est Nikola Jokic avec 50% des voix, qui arrive devant Joel Embiid en 2 avec 27% des voix, et Jason Tatum qui arrive à la 3ème place avec 23%. Et ouais, c'est comme ça. Moi, je sais que certains ont du mal à l'imaginer, 3ème fois MVP, mais moi, ça, je me dis, peu importe. Cette année, à la mi-saison, j'ai absolument aucun mal à le dire, c'est Nikola Jokic qui mérite d'être MVP, et franchement, là j'hésite pas. Ces Nuggets sont premiers à l'Ouest, il a des stats légendaires, il peut occuper tous les postes, si on parle de stats avancées, il nous fait des trucs complètement all-time et historiques, c'est un super playmaker, non seulement il est bon individuellement, mais il rend ses coéquipiers meilleurs, je trouve qu'il a tout le bagage. Alors ok, c'est peut-être pas le meilleur défenseur du monde, et c'est peut-être ça qui le pénalise un peu plus, mais j'ai l'impression que de toute façon, de plus en plus, avec un trophée de meilleur défenseur de l'année, le MVP, de plus en plus, ça devient
le meilleur attaquant de l'année aussi, et là, bien sûr que Nikola Jokic, il a son mot à dire, et donc oui, évidemment, ça aurait été mon numéro 1 pour le trophée de MVP. Là-dessus encore, on est d'accord. On va voir si on aura fait un sans faute, parce que depuis le début, sur les 7 premiers trophées, on a fait un sans faute d'accord entre Twitch, Discord et moi. Donc si Discord met Jokic MVP, je crois que c'est le premier sans faute de toute l'histoire de nos awards ensemble, et moi je connaissais le résultat, mais la vérité c'est que oui, donc Twitch, vous avez été à chaque fois d'accord avec le Discord, à chaque fois vous étiez ok avec mes choix, hein, que j'avais surligné dans mes notes à l'avance. Vous voyez, j'ai pas menti, j'ai pas attendu que vous votiez pour les faire, ces choix, et là la seule différence c'est que vous sur Discord vous mettiez Tatum en 2 et Joel Embiid en 3, ça aussi je comprends tout à fait, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve Giannis un peu bas, mais Giannis un peu bas c'est difficile à dire, parce que devant lui il a Doncic, Embiid, Tatum et Jokic, donc vraiment pour moi on a un vrai top 5 qui se dégage. Après je suis content de voir que LeBron James, Ja Morant et Kevin Durant et des voix, mais moi pour être honnête, je vois pas comment on peut mettre un autre joueur que Jokic, Tatum, Embiid, Doncic et Antetokounmpo dans son top 3. Donc moi je veux bien, il y a peut-être des fans de LeBron, des fans de Ja Morant et des fans de Kevin Durant, mais pour moi, si tu fais un vote sérieux et que tu réfléchis vraiment sur le début de la saison, sur cette première moitié, le top 3 MVP, enfin le MVP, il est dans ces 5 là, il faut pas trop aller chercher ailleurs. Donc là, c'est ce qu'on voit, hein, Jokic qui mène de loin, encore une fois. Pour moi, c'est comme je dis, c'est obvious qui mérite ce 3e trophée de MVP, et là, 73 points sur 90, ça montre la domination du Joker pour ce trophée à la mi-saison. Donc ouais, il est en course pour faire le triplé, ce qui n'a pas été fait depuis Larry Bird, ça peut être légendaire, et le truc, il n'y a pas à dire, il mérite ça, et voilà. Et puis pour le reste, effectivement, c'est très serré, une course où il n'y a jamais eu autant de candidats talentueux, et comme je disais, une autre saison peut-être avec moins de concurrence, Antetokounmpo aurait pu être MVP, Doncic aurait pu être MVP, Embiid, ça fait 3 saisons qu'il aurait pu être MVP, Tatum aurait pu être MVP, mais non, là il y a du monde, et je trouve que effectivement, sur cette première moitié de saison, on a un Nikola Jokic qui domine cette concurrence et qui mérite réellement ce trophée Yvan du rêve à la mi-saison. Épilogue. Du coup, si on fait le bilan des 8 trophées qui ont été donnés, le trophée John Duff, le trophée Bob Locke, le trophée Yves Almet, le trophée Ancéphale, le trophée Joker, le trophée à l'improviste, le trophée Omer Dalor et le trophée Yvan du rêve, à chaque fois à l'unanimité, à chaque fois entre un accord entre vous sur Twitch, entre vous sur Discord et mon avis, qui compte pas autant que le vôtre qui est tout mélangé, mais c'est cool parce qu'à chaque fois c'est à l'unanimité, on est tous d'accord. Eh bien, le trophée John Duff arrive à Paolo Banchero du Orlando Magic. Le trophée Bob Locke arrive à Jaren Jackson Jr. des Memphis Grizzlies. Le trophée Yves Almet du joueur le plus clutch est donné à De'Aaron Fox des Sacramento Kings. Le trophée Ancéphale du meilleur coach qui est donné à Mike Brown, aussi des Sacramento Kings. Ça fait 2 trophées pour Sacramento quand même, j'avais pas fait gaffe, mais c'est une belle surprise. Le trophée Joker du meilleur 6e homme est donné à Malcolm Brogdon des Boston Celtics. C'est bien que les Celtics soient récompensés vu leur bilan aussi. Le trophée à l'improviste de la meilleure progression qui est donné à Lauri Markkanen du Utah Jazz. Le trophée Omer Dalor de la plus grosse déception qui est donné à Bradley Beal des Washington Wizards. Et enfin, le trophée le plus glorieux, le trophée Yvan du rêve du MVP à la mi-saison, encore une fois bien sûr à l'unanimité, qui est donné à Nikola Jokic des Denver Nuggets. Et franchement, je trouve que ces votes sont très cohérents, même si de temps en temps, j'aurais peut-être pas fait le même top 3 que sur le Discord, ça se discute encore et ça se joue à quelques détails. En vrai, globalement, j'étais d'accord, mais pour ces trophées, moi je vous dis bravo, parce que, effectivement, à mon sens, aujourd'hui, au vu où on en est dans la saison, ce sont les 8 plus méritants à l'heure actuelle, mais on le sait, on est qu'à la mi-saison, des renversements de situation post-All-Star Game, il y en a eu un paquet. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus sur les pires renversements de situation post-All-Star Game, sur les meilleurs remontadas. Donc qui sait, peut-être que sur les trophées, il va y avoir des mecs qui vont remonter à fond sur la deuxième partie de saison, et j'ai hâte qu'on refasse un point un petit peu plus tard pour voir qui finalement méritera ce trophée à la fin de cette saison régulière. Voilà pour ce qui est des awards à mi-saison, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors est-ce que ça vous a plu? Est-ce que pour vous, parmi les candidats, il y a eu de grands oubliés? Si c'est le cas, je vous invite fort à aller vous inscrire sur Discord, le lien est dans la description. Si vous voulez plébisciter vos joueurs favoris, le mieux c'est d'aller voter là-bas et de participer à tout le travail de la commune. N'hésitez pas non plus à me donner tous vos lauréats pour les 8 trophées, ça m'intéresse comme d'habitude toujours autant de connaître vos tendances. Je vous rappelle également que si vous cherchez un site de paris sérieux, avec des cotes super intéressantes et une interface super cool, c'est évidemment
sur The Bet qu'il faut aller. Encore une fois, tout est dans la descro. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee, du fond du cœur. Franchement, vous êtes le sang, et si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, encore une fois, toutes les infos seront dans la description. Il y en a des choses dans cette description. Alors je vous invite à aller checker ça, et moi je n'ai plus qu'à être super reconnaissant envers tous ceux qui soutiennent. A très vite.